Bienvenue à cette table ronde organisée par l'Union de la coopération forestière française sur les politiques européennes qui impactent les forêts. Et nous sommes très heureux d'accueillir un beau panel d'intervenants pour deux tables rondes. La première table ronde est composée d'une députée européenne, Mme Irène Tolleret, que je remercie de sa participation, du président de ELO, qui se présentera également, M. Pierre-Olivier Drège, de la DG Climat de la Commission européenne avec Florian Claeys, et de l'Union des sylviculteurs du sud de l'Europe avec Leire Salaberria, qui vont pouvoir apporter un regard croisé pendant près d'une heure sur ces politiques européennes. Et moi, je vais être en charge d'animer ces deux tables rondes. On aura un moment d'échange avec la salle en fin de cette première table ronde. Donc n'hésitez pas à déjà réfléchir à vos premières questions à ces intervenants-là. Donc pour démarrer, je vais poser une question globale à nos quatre intervenants et je leur demanderai de répondre dans les 2-3 minutes pour au moins échauffer et faire une introduction. Donc je vais d'abord donner la parole à la DG Climat, donc à Florian Claeys, sur une question qui est une question d'introduction. Comment, selon vous, sont prises en compte les forêts dans les politiques européennes? Voilà, donc une réponse des quatre intervenants. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici et de pouvoir parler des politiques forestières et climatiques européennes. Donc je m'appelle Florian Claeys, je travaille à la DG Climat dans l'unité en charge justement des politiques climat et forêt. Au niveau européen, donc le mandat dont s'est dotée cette commission, c'est le pacte vert pour l'Europe, le European Green Deal, qui met fortement en avant deux aspects qui vont être cruciaux pour les forêts, c'est le changement climatique et la biodiversité. Et on retrouve cela donc dans la stratégie forestière de l'Union européenne qui est sortie l'année dernière. Donc il y a, à travers ce texte sur la stratégie forestière de l'UE, donc on a voulu mettre en avant un objectif qui est à la fois d'améliorer la qualité des forêts européennes et d'augmenter leur quantité. Donc ce que je disais, le principal objectif de la stratégie forestière de l'UE, donc c'est bien d'augmenter la qualité et la quantité des forêts en Europe. Et donc cela va passer par tout un ensemble de mesures qui visent à permettre aux forestiers de devenir véritablement acteurs de la lutte contre le changement climatique et de favoriser les actions en faveur de la biodiversité. En plus de cette stratégie forestière, il y a plusieurs politiques sectorielles que l'on peut dire ou transversales qui permettent de renforcer l'ambition climat et biodiversité sur les forêts. Je pense notamment au règlement sur l'usage des terres, les changements d'affectation des terres et les forêts, donc le règlement LULUCF, qui vise à renforcer la contribution du secteur des terres et notamment des forêts à la lutte contre le changement climatique. Un autre exemple, c'est la stratégie adaptation de l'Union européenne, qui vise là aussi à mettre en avant tout un ensemble de solutions fondées sur la nature, y compris donc dans les forêts, pour pouvoir mieux s'adapter au changement climatique. Et c'est un enjeu très fort pour les forêts. Et enfin, donc, il y a la stratégie sur la biodiversité, qui permet là aussi de mettre en avant tout un ensemble d'engagements en termes de protection, de restauration des écosystèmes forestiers. À travers la stratégie forestière de l'UE, ce que la Commission a voulu mettre en avant, c'est un ensemble équilibré entre les piliers sociaux, économiques et environnementaux. Pour donner un exemple sur la partie économique, là nous travaillons sur la mise en place d'un cadre de certification d'absorption carbone qui permettra à tous les forestiers européens de pouvoir valoriser leurs efforts en faveur du changement climatique et notamment de pouvoir participer et recevoir des revenus supplémentaires pour tous les engagements en termes de séquestration carbone qu'ils pourraient être amenés à faire. Et je vais m'arrêter là et te rendre la parole. Président Drège, très bien. Merci Pierre-Olivier Drège. Je suis président de European Landowners Association, qui est un think tank européen qui travaille avec des fédérations nationales et qui a pour but de faire des propositions pour une gestion durable à la fois dans le secteur agricole et forestier. Et pour ce qui est de la France, je suis président d'une coopérative forestière du nord de la France. La politique européenne, en réalité, contrairement à l'agriculture, la forêt n'est pas dans les politiques initiales de l'Union européenne en tant que telle. Et donc, la forêt a été abordée, je dirais, par la périphérie progressivement, par des sujets tout à fait fondamentaux, l'environnement, le climat, la biodiversité, mon prédécesseur vient d'en parler, mais pas en travaillant le cœur du sujet. Et c'est la raison pour laquelle il manque quelque chose.
Il y a bien sûr des politiques extrêmement très intéressantes en complément de la politique agricole commune, avec un volet forestier, et nous espérons que dans la prochaine PAC, il y aura un volet forestier important pour apporter un soutien, y compris financier, aux propriétaires forestiers. Mais on n'est pas dans le cœur du sujet. Et donc, je crois qu'il faut qu'il y ait un débat au niveau européen. Il a eu lieu, mais il a conduit à une stratégie européenne proposée par la Commission qui n'a pas été validée ni par le Parlement, ni par les représentants des États au sein du Conseil des ministres, parce qu'elle n'était pas équilibrée, c'est-à-dire parce qu'elle ne mettait pas au cœur du dispositif les acteurs principaux qui sont les propriétaires forestiers et les sylviculteurs. Et je pense qu'il est important, intéressant, utile d'avoir une telle stratégie européenne pour le futur, mais il est fondamental qu'elle soit centrée sur ceux qui agissent sur le terrain, éclairée par, bien sûr, des compétences, des connaissances, des orientations qui viennent de l'ensemble de la société d'une part et des institutions, mais qui est fondamentalement, qui repose sur les acteurs qui vont investir leur propre argent dans leur propriété et qui ont une vision à long terme, parce que les propriétaires forestiers, par définition, quand on est propriétaire forestier, on a une vision sur plusieurs générations et ça veut dire à long terme. Merci. Merci. Donc, Irène Toléré, députée européenne. Donc, la réponse à la question sur la prise en compte des forêts au niveau européen, je rebondis sur ce qu'a dit mon prédécesseur, c'est-à-dire que les forêts ne font pas partie d'une compétence de l'Union européenne, ou plutôt c'est une compétence partagée. Donc le principe de subsidiarité existe et il n'y a pas vraiment d'action européenne, puisque les États membres revendiquent dans les discussions que nous avons au Parlement, les parlementaires des pays très forestiers sont extrêmement attachés au fait que les politiques forestières gardent cette adaptation locale et nationale, et pareil au niveau du Conseil. Donc il n'y a pas vraiment une politique forestière commune, mais effectivement il y a la stratégie forestière européenne qui a été lancée pour la première fois en 1998. En revanche, il y a un soutien financier solidaire pour les forêts au travers la politique agricole commune. Donc il y a des mesures pour la préservation, la protection de la forêt dans le cadre des programmes de développement rural. Et puis il y a donc des lignes communes qui permettent, entre guillemets, quand même une adaptation locale aux réalités, puisqu'on peut envisager que les forêts de résineux de l'arc méditerranéen n'ont rien à voir avec ce qu'on va trouver en Scandinavie, et y compris les structures des forestiers, des gens qui occupent la part dans leurs revenus, est-ce qu'ils sont agriculteurs principaux ou pas, sont des choses extrêmement différentes. Donc les agriculteurs avec les exploitants forestiers sont les vrais gardiens de nos paysages, et donc il est vraiment aussi important de souligner le rôle de ces exploitants et de ce travail qu'ils font dans la forêt sur le risque naturel, le risque incendie. Là aussi, il y a des politiques européennes qui peuvent venir aider. Cependant, on a à faire face à un exode rural massif sur ces professions-là. Donc, nos forêts au niveau européen sont en danger, et il est important que nous apportions des réponses, même si c'est une compétence partagée, à ceux qui exploitent sur le terrain. Donc, en favorisant des politiques de protection de la forêt, de toutes les forêts, toutes les politiques qui luttent contre le dépeuplement rural. Et puis, encore une fois, je souligne le rôle du pastoralisme, parce que quand on n'a plus de bergers, on a des forêts qui sont dans un autre état. Et c'est important quand même qu'on respecte qu'aujourd'hui, on a quelques forêts primaires en Europe, mais la majorité des forêts que nous avons sont issues d'installations d'hommes et de pratiques ancestrales sur des siècles et des siècles. Et que si aujourd'hui on arrive avec des lectures, avec la compréhension de l'environnement en 2022 et qu'on met des injonctions, bah, à un moment donné, si on perd les bergers, on a des gros stress sur les forêts qui elles-mêmes souffrent du changement climatique. Donc j'aurais tendance à dire, travaillons tous ensemble, même si ce n'est pas une compétence de l'Union européenne.
Merci. Je suis Leire Salaverria, directrice de l'Union des sylviculteurs du Sud de l'Europe. Nous représentons de différentes associations de propriétaires forestiers privés de Portugal, de toute la côte atlantique d'Espagne et de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, je m'excuse par mon français, c'est l'unique personne qui ne parle pas français très bien, donc je vais essayer de lire quelque chose aussi parce que je ne suis pas capable de m'exprimer très bien. Mais bon, ce que nous voyons est que depuis quelques années, nous entendons dire combien la contribution des forêts est importante dans les luttes contre le changement climatique et pour la réalisation de tous les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de l'Union européenne, comme la réduction des gaz à effet de serre, l'utilisation d'énergies renouvelables, la neutralité de carbone d'ici 2050, etc. Et nous, les forestiers, les propriétaires forestiers, nous gérons durablement notre forêt afin que les forêts puissent remplir toute cette multifonctionnalité, toutes ces fonctions et fournir toute une série de biens et de services écosystémiques. Et nous sommes conscients du grand potentiel que les forêts ont pour contribuer à cette réalisation de ces objectifs que nous avons marqués dans le cadre de l'Union européenne. Mais cependant, lorsque nous examinons les manières dont les forêts sont prises en compte dans les différentes politiques européennes, ce que nous constatons est que souvent la multifonctionnalité des forêts n'est pas prise en compte. Et étant donné qu'en Europe, nous avons un modèle de gestion multifonctionnelle de nos forêts et que dans de nombreuses occasions, ces politiques européennes manquent également d'un équilibre entre les trois piliers de la durabilité. Et donc, on voit que la partie économique et la sociale tendent à être négligées. Donc, si l'on ajoute à tout cela le fait qu'il semble parfois que la grande diversité des forêts en Europe et leur spécificité ne sont pas prises en compte, on se retrouve avec des politiques très éloignées de la réalité du terrain. Et quelquefois, on voit qu'il y a de nombreuses actions politiques qui sont très difficiles à mettre en œuvre et de mener en pratique. Donc, ce que nous essayons de notre organisation comme l'UCE, c'est de donner de la visibilité à toutes ces questions qui sont de la plus haute importance si nous voulons que les forêts européennes puissent utiliser tout leur potentiel pour la lutte, pour contribuer d'une manière efficace à tous les objectifs ambitieux et à toutes les luttes contre le changement climatique. Bon, je crois que pour le commencer, c'est bien. Merci beaucoup pour cette première série de questions. On a abordé la multifonctionnalité, c'est un principe qui est très présent en France. Alors, ma question va à la Commission européenne, à DG Climat. Comment est-ce que la DG Climat, parmi les autres DG également, mais la DG Climat tout particulièrement, intègre ce rôle multifonctionnel des forêts françaises et également européennes? Merci beaucoup, oui. Je voudrais d'abord réagir en disant que la stratégie forestière de l'UE déjà a été bien accueillie par le Conseil en novembre. Et la Commission ne va pas à l'encontre du Conseil et du Parlement. On travaille tous ensemble. On s'est bien appuyé sur la résolution du Parlement et sur les décisions prises par le Conseil avant la stratégie forestière. On a fait le travail de consultation, on a travaillé tous ensemble sur ce sujet-là. Et les propositions qui sont contenues dans la stratégie forestière poursuivent en fait cet effort commun, remettent les acteurs forestiers, qu'ils soient propriétaires, opérateurs, au centre du jeu, en ouvrant de nouvelles possibilités de valorisation de leur travail et en leur donnant de nouveaux outils en fait, pour mieux faire leur travail. Donc on est vraiment dans une vision où on va accompagner tous les acteurs forestiers dans la transition pour une économie neutre en carbone et pour restaurer la biodiversité. Et également dégager de nouvelles ressources économiques. Par rapport à la multifonctionnalité, c'est effectivement un élément extrêmement important puisque tout l'intérêt justement de la stratégie forestière de l'UE, c'est de montrer qu'il y a besoin d'une approche cohérente sur les forêts car c'est un élément important de plein d'autres politiques sectorielles, ce qui montre bien l'importance multifonctionnelle des forêts. On va retrouver l'importance des forêts dans l'énergie, avec le règlement, la directive sur les énergies renouvelables, dans le climat, avec le règlement de l'UNECEF dont j'ai mentionné, avec les cycles du carbone durable que l'on promeut. Il y a tout un ensemble de politiques qui mettent en avant et pour lesquelles les forêts jouent un rôle crucial. Alors, pour être rentrer un peu plus dans les détails sur les politiques que nous on met en œuvre côté climat,
Alors il y en a deux, je dirais au moins deux voire trois qui sont vraiment importantes. Donc sur le règlement LULUCF, on essaie de mettre en avant donc, tout ce qui va être les aspects de biodiversité, mettre en avant aussi tous les enjeux de bioéconomie. Donc ça c'est un élément très important du règlement LULUCF. Au niveau de la communication sur le cycle du carbone durable, qui est vraiment cette idée de pouvoir faire de la séquestration du carbone une nouvelle source de revenus pour les acteurs forestiers. Là, ça s'accompagnera là aussi de clauses de sauvegarde importantes sur les aspects biodiversité et de tout un ensemble d'incitations qui visera à avoir la meilleure utilisation possible de la ressource en bois. Là aussi, ouvrant de nouveaux débouchés. Au-delà de la seule valorisation du bois, on essaie aussi de valoriser d'autres sources de revenus, que ce soit les produits forestiers non ligneux ou d'autres activités. Donc il y a eu l'écotourisme qui a été mentionné, mais on peut en envisager d'autres, voire même des paiements pour services environnementaux. Et là, il y a un travail qui est en cours à ce niveau-là. Dernier élément que je dirais, c'est la taxonomie qui a beaucoup fait parler et beaucoup fait réagir les milieux forestiers en Europe. Là aussi, la multifonctionnalité est au cœur de cette proposition. Alors la taxonomie, c'est une classification des activités économiques durables. Il y aura plusieurs grilles, et là pour l'instant on a proposé les grilles sur les aspects climat, et qui s'accompagnent là aussi de critères visant à démontrer qu'il n'y a pas d'impact significatif sur la biodiversité, mais aussi sur l'économie circulaire. Donc comme quoi on est bien dans une vision où on essaie de mettre en avant la multifonctionnalité des forêts. Merci. Ma question maintenant pour le président Pierre-Olivier Drège, par rapport à ce qui a été évoqué par la DG Climat, comment est-ce que vous voyez, vous, du point de vue du propriétaire forestier, la prise en compte de ces enjeux au niveau européen? Je crois qu'il faut partir de ce qui existe en Europe, c'est-à-dire une gestion durable existante, largement développée par rapport à ce qui peut exister dans le reste du monde. Toutes les propriétés significatives, en France c'est au-delà de 25 hectares, sont couverts par un plan simple de gestion. Et bien sûr pour la forêt publique, les forêts domaniales, les forêts des collectivités également, et c'est une obligation et elle est remplie. Il n'y a donc pas de menace de non-gestion durable. Par contre, il est possible d'enrichir cette gestion durable par la prise en compte de considérations supplémentaires. Et c'est, je pense, ce que du côté de la DG Climat, on cherche à proposer, et nous sommes bien sûr favorables à ça. Prenons la séquestration de carbone. Selon le type de sylviculture que l'on fait, eh bien, on n'a pas la même séquestration de carbone et on peut aller du simple au triple en fonction des pratiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller au triple avec des techniques très intensives qui ne sont pas forcément applicables partout, mais ça veut dire qu'on peut nettement améliorer pour une forêt laissée à elle-même d'un vieux système de taillis sous futaie, on est en dessous de 5 tonnes à l'hectare et par an. Pour des plantations de résineuses comme du Douglas, on est à 15, 16, 17, jusqu'à 18 tonnes de stockage de carbone par hectare et par an. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut transformer tous les taillis sous futaie en plantation de Douglas. Ça veut dire qu'il faut avoir ça à l'esprit et que c'est un plus potentiel considérable en fonction des pratiques. Et donc il faut vraiment porter cela, appuyer les propriétaires, mais ne pas les contraindre. Et c'est toujours cette subtile dichotomie entre incitation, proposition, incitation, contrat ou bien coercition, réglementation. Et je pense qu'il y a un mouvement de balancier qui n'est pas stabilisé au niveau européen là-dessus. Et nous sommes au niveau de ILO, au niveau français également, totalement favorables à la première solution, c'est-à-dire la proposition, l'incitation, le contrat, la convention, le label pour que le propriétaire puisse choisir. Il y a d'autres domaines également possibles. La protection des eaux, par exemple, c'est un service fondamental qui peut être proposé et qui n'est actuellement pas développé. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Merci. Maintenant, un témoignage de l'USSE pour apporter un peu de côté européen. Est-ce que vous pourriez nous décrire, notamment à l'Assemblée ici, le contexte forestier du sud de l'Europe et les principales problématiques auxquelles vous êtes confrontés, ainsi que les réponses que vous tentez d'apporter à ces problématiques. Merci. Bon, comme vous connaissez, les écosystèmes forestiers du sud de l'Europe sont particulièrement complexes et difficiles.
Et parce qu'en raison de différents facteurs, mais nous savons que les écosystèmes du sud de l'Europe ont un orographe très compliqué et très varié. Et vous connaissez la montagne, la Galicie, au Pays Basque, à l'Asturie, à Cantabrie, mais après, si vous allez à les Landes, c'est tout plein, donc et c'est des sables, donc il y a très différents enjeux et très différentes situations. Donc ça complique la gestion. Et dans le deuxième lieu, nous avons des sols très pauvres aussi dans beaucoup de régions du sud. Et c'est une utopie de penser que les propriétés, on peut gérer toutes ces zones avec des espèces de feuillus qui sont très très exigeants. Parce que nos écosystèmes permettent que de certains espaces, de certains essences, et donc on ne peut pas planter ce que nous voulons dans tous les parcs. Après, nous avons des forêts tempérées. Donc il faut tenir en compte le risque de sécheresse estivale, des incendies, des parasites, des maladies. Donc, qui encore il augmente en conséquence du changement climatique. Et aussi, on doit tenir en compte que la plupart part des forêts du sud de l'Europe, c'est en main privée. On a des pourcentages de 80-90% de propriétés qui sont privées. Et une autre spécificité, c'est que les exploitations sont très très fragmentées. Ils sont très fragmentés. Donc nous parlons d'1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, et même un propriétaire peut avoir des différentes exploitations très petites et qui n'ont pas joint. Donc ça complique beaucoup la gestion. Et nos forêts gérées durablement produisent pas uniquement le bois, mais le liège, le résine, les produits non ligneux, mais de certaines spécifiques essences comme le pinot radiata, les pinastères, les sylvestris, le peuplier, les chênes, les châtaigniers. Mais cette même forêt, il nous donne des autres services écosystémiques tels que la capture de CO2, le paysage, la filtration de l'eau, la protection des sols et tout ça. Donc, on doit tenir en compte que c'est très très important de faire une sylviculture active et essayer d'inciter les propriétaires forestiers, de les motiver pour ne pas abandonner les exploitations, parce qu'avec tous ces enjeux que nous avons, avec les changements climatiques et tout ça, la gestion est très compliquée maintenant et ça se complique de jour en jour. Donc nous avons le sentiment qu'il y a des choses qui sont proposées dans les différentes initiatives que si l'on va vers la réalité sur le terrain, ne sont pas très faisables ou même sont impossibles à mettre en pratique. Donc nous devons faire attention effectuer une gestion durable de nos forêts en tenant en compte la diversité et leur spécificité. Et dans notre opinion, la non-gestion n'est pas une option. Il va nous mener à l'abandon et l'abandon va nous mener à désastre, à catastrophe. Donc, ça sera une chose de la société, mais si nous voulons avoir des forêts qui sont bien sanées, il faut nécessairement faire de la gestion. Merci beaucoup pour ce témoignage. Madame la députée, donc vous, au niveau de vos fonctions au niveau du Parlement européen, comment est-ce que vous percevez cet équilibre entre ces différentes fonctions qu'on accorde aux forêts? Merci. Merci, c'est le gros sujet d'actualité. Il est impératif qu'au niveau des forêts, on arrive à avoir une équation équilibrée entre la fonction environnementale, la fonction économique et la fonction sociale. On a aussi, on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais les activités de pleine nature se développent. Elles se développent y compris en forêt. Et donc on peut avoir des conflits d'usage qui sont pas simples, parce que le métier de forestier n'est pas extrêmement connu et donc les gens pensent que les arbres ont poussé là naturellement tout seuls et pensent que quand on va faire une taille, c'est quelqu'un qui coupe un arbre, c'est pas bien. Et en fait, on a vraiment besoin d'expliquer que d'abord, si on veut atteindre les objectifs du Pacte vert, les forêts ont un rôle à jouer
puisqu'elles stockent du carbone. Donc il faut qu'on soit très dynamique sur le fait qu'on a besoin de ce rôle-là des forêts. Ce rôle-là des forêts, il ne pourra se faire que si il y a un modèle économique viable. Et un modèle économique viable, ça veut dire aussi un modèle administratif viable. Parce que si économiquement, en théorie, sur Excel, le forestier gagne sa vie, sauf que pour faire ça, il a besoin de divorcer avec sa femme parce qu'il fait 1 mètre cube de papier à ne pas s'y retrouver, bah, en fait, on va avoir du mal à atteindre l'objectif économique parce qu'on se met beaucoup de contraintes. Donc il faut passer d'objectifs de moyens. Moi, je trouve qu'on a beaucoup trop d'objectifs formulés en termes de moyens, plutôt aller vers des objectifs de résultats en s'appuyant sur les moyens, sur le métier. Donc, par exemple, sur les coupes d'arbres, c'est un sujet qui divise la société. Mais pourtant, c'est bien au moment où les arbres poussent qu'ils stockent le plus. Donc, si on veut vraiment atteindre les objectifs, il y a quelque chose de très important qui est la compensation carbone en développant des nouveaux usages avec ce bois. Mais à un moment donné, ce bois, il faut qu'on le coupe. Sinon, l'équation ne peut pas se faire. Et le dernier point, c'est qu'on a une décorrélation des temps. On a le temps du changement climatique qui va très vite, le temps législatif, y compris européen, qui accélère mais qui ne va pas aussi vite. Et puis, on a le temps de pousse des arbres. Donc, il est essentiel que, pour que ces équilibres tiennent, qu'on arrive à faire converser ces 3 rôles, environnemental, social et économique, en mettant en musique un petit peu ces temps. Voilà. Très important, la stratégie sur le sol. Voilà, ça c'est fondamental. Hein, le LULUCF. Voilà. Et puis également, il faut favoriser la recherche parce que on a fait un intergroupe sur l'agriculture bas carbone et on a favorisé les témoignages et on a découvert des vignerons qui commençaient à faire de l'agroforesterie, des choses auxquelles on n'aurait absolument pas pensé. Et donc favoriser un dialogue sur la recherche et un échange des bonnes solutions parce que le changement climatique n'attend pas. Donc s'il y a un truc qui marche quelque part, essayons de le faire ailleurs. Merci. Merci. Question pour Président Drej. Selon vous, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les forêts européennes ? Je pense qu'il y a effectivement des menaces sur les forêts, mais dont on parle de façon très inégale. Il y a des menaces dont on parle beaucoup et qui sont fictives. Il y a des menaces dont on parle beaucoup et qui sont réelles. Et puis il y a des menaces dont on ne parle pas et qui sont fondamentales. La menace dont on parle beaucoup et qui est fictive, c'est que la forêt européenne serait globalement menacée. La forêt européenne n'est pas globalement menacée. Il y a eu une augmentation en 30 ans de 11 millions d'hectares de la surface forestière boisée de l'Union européenne. C'est considérable. Et dans tous les pays, en France en particulier, on a même atteint pendant une période l'équivalent d'un département, Monsieur le Président, comme la Marne, reboisée tous les 7 ans en France. C'est sidérant. Et ça, c'était une conséquence de la première réforme de la politique agricole européenne, notamment en 1992. Donc, en termes quantitatifs, il n'y a pas de menace sur la forêt. En plus, elle est protégée. On n'a pas le droit de transformer de la forêt en autre chose. La loi le protège en France et en Europe. Donc ça, cette comparaison avec ce qui peut se passer en Amazonie ou en Indonésie est fausse. Par contre, il y a une menace réelle, c'est le changement climatique. Et là, bien évidemment, il y a une prise de conscience d'une évolution très rapide et avec une menace sur le fait que certaines essences, dans des zones entières, risquent de ne plus être attrapées pour le futur. Pour être plus concret, dans une région comme la mienne, la Normandie, qui est une région où l'essence phare, c'est le hêtre, le hêtre risque de ne plus avoir sa place, même en Normandie bien arrosée en théorie, dans les décennies futures. Et donc, il faut arriver à préparer la suite, et la suite ne viendra pas toute seule, parce que la capacité d'évolution
naturelle de la forêt n'est pas suffisante face à un changement climatique qui semble accéléré. Et donc, l'homme doit intervenir. Et donc, face à ça, il y a deux attitudes. Celle qui est recommandée par ceux qui disent qu'il faut mettre en évolution spontanée, naturelle, sans intervention humaine, la plus grande partie du massif forestier européen, et c'est comme ça qu'il va s'en sortir le mieux, ne plus y toucher, ne plus rien récolter. Et l'autre qui dit, au contraire, il faut agir pour aider les massifs forestiers à anticiper sur l'évolution future. Et il y a des outils modernes, récents, extrêmement intéressants, mis à la disposition des forestiers pour ce faire. Et puis, il y a un troisième risque qui est absolument fondamental, celui-là dont on ne parle jamais, c'est que les propriétaires forestiers, les privés en France, c'est pratiquement les 3/4 de la forêt française, c'est 60% au niveau européen. C'est, comme le disait Helmut tout à l'heure, c'est qu'ils baissent les bras. C'est face aux défis, face au matraquage qui disent de toute façon quoi que vous fassiez c'est mauvais, ils baissent les bras, ils abandonnent la partie et ils ne fassent plus rien. Il y a déjà en Europe et en France des forêts où les forestiers ont abandonné la partie et ne font plus rien. C'est le contraire qu'il faut faire. Et donc je pense qu'il faut que l'Union européenne favorise, notamment au travers de la nouvelle PAC, l'action en forêt pour anticiper le changement climatique, pour adapter à l'avance les forêts à être plus résilientes. Et là, il y a un enjeu absolument déterminant. Parce que autrement, si on ne fait rien, si on ne récolte plus en forêt, par exemple, alors qu'on ne récolte actuellement déjà que 50% de la croissance des forêts françaises, le risque, c'est que c'est la nature qui n'est pas bienveillante, le récoltera à notre pace, au sud, par l'incendie. Il faut se rappeler, 1 million d'hectares détruits en une seule saison en 2017, dont la moitié au Portugal. Par la tempête, 1 million d'hectares uniquement en France en 1999, la grande tempête, comme vous le savez. Et puis partout, donc les maladies et les parasites. Et donc, il faut agir en forêt, il faut renouveler la forêt. Il faut saluer l'initiative qui a été prise au travers du plan de relance, par exemple, qui a initié des investissements spécifiques de prise en compte de l'évolution climatique pour investir en forêt et préparer les peuplements à évoluer, éventuellement à prise en compte avec de nouvelles essences mieux adaptées. Alors pour Leire, une question concernant vous, les principales menaces et problématiques auxquelles vous êtes confrontés dans le Sud, si on pouvait faire un petit focus sur ces éléments-là. Merci. Bon, j'avais expliqué un peu le contexte des écosystèmes forestiers dans le sud de l'Europe. Et maintenant, nous avons les changements climatiques qui augmentent à la fois la fréquence et la virulence des événements météorologiques extrêmes. Et ça signifie que nos forêts sont actuellement plus exposées à différents risques, des inondations, des tempêtes, des incendies, et des maladies, des parasites, donc, qui aggravent le peuplement forestier dans les différentes régions et dans les différents pays, dans le sud de l'Europe, que c'est notre cas. Et notre philosophie à l'UC, c'est que là où la gestion forestière est effectuée, on minimise les risques. Et ça, on le prouve tous les jours, hein, parce que quand une forêt est bien gérée, les risques sont minimisés. Ils n'ont pas aussi de catastrophes que des forêts qui n'ont pas été gérées. Donc, par opposition à ces philosophies écologistes de la non-gestion, qui, à notre avis, va nous mener au désastre. Mais d'autre part, il faut faire attention que c'est très important de faire une gestion-prévention, mais aussi il y a des choses qui ne dépendent pas de la gestion uniquement, parce que les changements climatiques ils nous donnent beaucoup de circonstances qui sont dehors de notre possibilité de réagir. Et je pose un exemple à la Galicie, en Portugal, dans les incendies que nous avons eus. Nous avons eu des vents de plus de 80 km par heure, avec des températures dans la nuit, à 2 heures de nuit, de 30-32 degrés. Donc, ils ont des situations que même si nous avons fait une bonne gestion, nous ne pouvons pas contrôler parce que les pompiers, ils ne peuvent pas voler avec les hélicoptères et tout ça, donc c'est la catastrophe.
même que nous devons faire cette gestion prévention, c'est très important aussi des méthodes, des outils de défense et d'extinction. Et en Galicie, dans l'incendie de Portugal, ils ont réussi à ne pas avoir aussi des incendies aussi importants qu'en Portugal parce qu'ils étaient un peu plus préparés avec des outils de défense et d'extinction. Et donc, mais bon, sur les catastrophes et sur les événements extrêmes météorologiques, vous les connaissez, mais ce que nous sommes en train de faire à l'UC est de lutter et d'essayer de promouvoir quelques lignes de travail, comme le précédent speaker il a dit, non, de miser sur la recherche et le développement et l'innovation pour mieux connaître et anticiper, prévenir les risques et la vulnérabilité des massifs forestiers, pour l'amélioration génétique, et bon, pour développer la surveillance et la gestion préventive. Nous avons besoin de nouveaux outils de surveillance, des réseaux de protection de la forêt contre le feu. On a un bon exemple ici avec la défense de la forêt contre l'incendie, où nous avons avec les programmations de travaux pour l'aménagement préventif, pour la sensibilisation et l'information du grand public et des professionnels. Et après, il est important aussi d'intégrer les risques et les retours d'expérience dans l'aménagement et la gestion forestière. Et de faire cet échange de recherche. Par exemple, nous avons participé dans des projets intérêts où nous avons révisé tous les plans de risque, de gestion de risques, de différents risques, et entre Portugal, l'Espagne, les Pays Basques et l'Aquitaine. Et on a pris ces points qui étaient meilleurs dans chaque région pour essayer de les adapter à des autres régions et avoir des plans de risque, de gestion de risque un peu plus améliorés et qui étaient utilisables pour tout le monde, toutes les régions, et qui étaient meilleurs que ce que nous avions avant. Donc, je crois que c'est très important de mise en place d'une gouvernance sanitaire régionale, mettre en œuvre des techniques sylvicoles spécifiques, de préparation des dispositifs de soutien comme le fonds de phytoforêt, etc. Merci beaucoup. On va faire maintenant une petite séquence sur la stratégie forestière de l'Union européenne, qui est un texte qui va passer au Parlement prochainement. Si vous pouvez avoir des réponses assez courtes pour pouvoir après présenter le carbon farming, notamment l'action climatique globale, avant de laisser la parole à vous si vous le souhaitez. Donc ce texte-là va passer prochainement au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous donner, Madame la députée, un avis en tout cas un premier avis sur ce texte avant de poser la même question au président Drej et à Leire également. Bon, alors, comme le texte il est en train de se faire étudier au Parlement, on a identifié des lacunes à combler en fait. Donc je vais vous faire la liste des lacunes. Ça ne veut pas dire que le texte n'est pas bien, ça veut juste dire qu'on est en train quand même de travailler là-dessus. Donc on trouve globalement quand même que ce texte met les forêts sous cloche. Et et que l'objectif environnemental, on parlait de l'équilibre des trois rôles, l'objectif environnemental, il est tellement mis sous cloche que peut-être même ça peut être contre-productif, sachant que, à titre personnel en plus, si on arrive à avoir un label robuste de gestion des forêts européennes contrôlées par satellite par exemple, alors peut-être qu'on peut utiliser ça dans nos accords de libre-échange pour lutter contre la déforestation importée. Donc le fait qu'on ait une stratégie forestière qui ne soit pas que mettre sous cloche, voilà, donc on est beaucoup en train de travailler sur ça. Également, ce côté sous cloche peut faire que la stratégie forestière peut être contradictoire avec les objectifs d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et de promouvoir la bioéconomie. Donc, surtout en ce moment, avec ce qui se passe en Ukraine, on a quand même une bonne prise de conscience de l'importance réactualisée d'avoir une souveraineté énergétique. Voilà. Et que les forêts et l'ensemble des productions issues des forêts peuvent participer à ça. Eh bien, également, on trouve aussi qu'il n'y a pas suffisamment de lien avec les autres politiques européennes qui vont jusqu'à toucher les forêts. Et voilà. Et puis, bien entendu, les charges administratives, on en a déjà parlé.
Mais c'est essentiel en fait qu'on sorte de cette orientation purement environnementale. Et je veux terminer en soulignant le caractère multifonctionnel des forêts. Rien qu'en France, la filière bois, forêt-bois, c'est 400 000 emplois. Voilà, donc capitalisons là-dessus et échangeons parce qu'effectivement, une des grosses menaces, c'est le risque incendie. Et ce n'est pas dans la stratégie forestière, mais par contre, la façon dont on organise notre lutte contre l'incendie peut être plus ou moins efficace sur les grands feux. Voilà. Je crois que Irène Tolleret vient de bien résumer les choses. L'important, c'est de ne pas faire croire que la solution consiste à mettre la forêt sous cloche pour mieux la protéger. Au contraire, nous pensons qu'il faut que ceux qui ont en charge la gestion de la forêt, les forêts publiques, les forêts privées, agissent pour donner une meilleure résilience, une meilleure réactivité des forêts face aux défis d'aujourd'hui, notamment des défis climatiques. Il faut aussi que, pour cela, on prenne en considération les acteurs de la forêt, les propriétaires forestiers, privés, publics, la filière, parce que ce sont des acteurs. Bien sûr, dans le débat, et on vient de tenir des assises en France sur la forêt, il y a la société et des tas de contributions extraordinairement intéressantes, et le regard de chacun est légitime. Mais il y a une différence entre les parties prenantes, comme on dit à Bruxelles, les stakeholders, et ceux qui font. Parce qu'à la fin, c'est eux qui vont prendre la décision, c'est eux qui vont engager leurs propres moyens financiers, leur temps, leur énergie, et qui vont réaliser les choses sur le terrain. Et s'ils ne le font pas, s'ils baissent les bras, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on aura tout perdu. Et donc, agir. Et je pense qu'il faut que la stratégie européenne qui sera sans doute remise sur le métier, nous avons, en tant que forestiers au niveau européen, rendez-vous avec le vice-président Timmermans dans quelques jours pour lui faire part de ses propositions. C'est remettre le forestier au cœur du dispositif et avoir une stratégie qui soit plus équilibrée, parce que la forêt, c'est un immense territoire, 40% du territoire total de l'Union européenne. Et bien évidemment, l'enjeu est important, mais ce sont également des populations, des gens, des individus qui vivent, qui travaillent en forêt, qui vivent en milieu rural. Et donc, ce qu'il faut organiser, c'est ce qu'on a tout simplement appelé le développement durable, c'est-à-dire les aspects environnementaux fondamentaux avec la dimension climatique, la dimension carbone, etc. Mais la dimension sociale, maintenir une Europe rurale vivante, active et dynamique, et également sur le plan économique, que l'activité forestière puisse générer des ressources pour qu'elles soient réinvesties. S'il n'y a pas de ressources en forêt, il n'y aura pas de réinvestissement en forêt. Parce que le forestier, il ne cherche pas à faire des profits fantastiques, il cherche simplement à... Son premier objectif, c'est d'équilibrer les investissements qu'il va falloir faire dans le temps par les ressources de la forêt et faire un peu mieux, si c'est possible, pour pouvoir en vivre, lui et sa famille. C'est ça l'objectif. Et donc, simplement, du développement durable. Et c'est cet équilibre qui n'a pas été trouvé à ce stade dans la proposition de la Commission. Avant de laisser la parole à la Commission européenne, qui pourra sûrement réagir, et puis tout à l'heure nous présenter également le carbon farming, un dernier témoignage sur le texte donc, de la SFE qui passe pour l'USSE. Merci. Oui, bon, je ne vais pas répéter ce que Mme Tolleret et M. Degré ont dit parce que je suis absolument d'accord. Donc, je vais ajouter que pour nous, il existe un manque évident de cohérence entre les dispositions de la stratégie et des autres politiques liées aux forêts, qui visent à garantir que les forêts contribuent par les multifonctionnalités aux objectifs ambitieux que nous avons fixés dans le cadre de l'Union européenne. Donc on croit qu'on n'optimise pas, la stratégie n'optimise pas le plein potentiel des forêts européennes pour répondre aux grands défis actuels. Et le secteur forestier de l'Union européenne et les forêts européennes sont essentielles pour atteindre les l'objectif de neutralité carbone à 2050.
parce qu'il contribue à l'atténuation des changements climatiques de 3 manières essentielles. On sait la séquestration, le stockage dans les produits et dans les arbres, et après le remplacement des produits basés sur des ressources fossiles. Et ce qui est frappant ou étonnant pour nous dans les nouvelles stratégies forestières, c'est qu'un grand nombre des actions qu'elles proposent ignorent ou ne prévoient pas d'équilibre entre ces 3 fonctions. Donc, il n'est pas conforme et parfois, même cette stratégie est contradictoire avec des dispositions des autres politiques européennes, comme la stratégie de la bioéconomie, la stratégie européenne industrielle européenne, la directive sur les énergies renouvelables, pour citer quelqu'un. Donc, en conséquence, on croit que la stratégie compromet aussi sérieusement la réalisation des objectifs sociaux et de croissance de l'Union européenne, y compris les emplois verts qui font également partie du pacte vert européen. Donc, pour nous, il est essentiel que la politique forestière en Europe promeuve la multifonctionnalité de nos forêts et tient en compte aussi leur diversité, afin que tout le potentiel du secteur puisse être réutilisé pour contribuer à achever tous les objectifs que nous avons dans le cadre de l'Union européenne. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez bien compris, hein, c'est un regard croisé qu'on apporte aujourd'hui. Donc, la Commission européenne pourra bien évidemment répondre à l'instant. Les autres intervenants de la table ronde suivante pourront aussi réagir sur ce qu'ils ont entendu, si besoin. Donc voilà, maintenant, je pense que Florian, il faut répondre à des questions, j'ai l'impression. Oui, très bien. Bon, merci pour l'échange. C'est toujours utile d'avoir un retour des parties prenantes. Et puis, j'ai hâte de voir aussi le débat avec le Parlement. Je pense qu'il va être bien animé. Et puis, c'est utile aussi de pouvoir travailler tous ensemble sur ces sujets. Bon, je suis un peu chafouin quand même que vous disiez autant de mal sur la stratégie forestière, que vous ayez été aussi peu sensible au chapitre 2 de la stratégie forestière, qui porte quand même exactement sur les enjeux de bioéconomie, de développement économique basés sur les filières forêt-bois. Alors, quelques éléments à cet égard quand même. La stratégie forestière qui est extrêmement en avant le principe d'usage en cascade, qui n'est pas du tout une vision anti-bois. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut mettre sous cloche toutes les forêts européennes. On dit qu'il faut utiliser le bois à sa meilleure valeur possible. Donc d'abord les usages matériels, puisque ça permet d'avoir des effets de substitution et de séquestration du carbone dans les produits bois les plus importants, et ensuite de descendre petit à petit dans les usages jusqu'à avoir un usage donc dans la bioénergie, où effectivement, une fois que le produit bois a été utilisé, réutilisé et réutilisé à nouveau, bon, si vraiment on ne peut plus rien en tirer de plus, là, dans ce cas-là, effectivement, un enjeu de bioénergie peut être intéressant. Au passage, je souligne aussi que la stratégie forestière met en avant d'autres sources de bois que les forêts. Il y a beaucoup de bois utilisés en Europe et il y a beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de progrès à faire pour pouvoir récupérer ces bois dans les chantiers de démolition, par exemple, qui permettent de réutiliser cette matière ligneuse qui est tout à fait importante. Sur l'objectif de biodiversité maintenant, et notamment donc, cette protection stricte des forêts, donc, qui au niveau de la stratégie biodiversité propose un objectif de 10%, ce qui ne signifie pas que ce sera 10% que sur les forêts, attention, c'est 10% de l'ensemble du territoire européen qui pourrait être sous protection stricte. Cette proposition en fait s'appuie sur un double constat, à la fois côté scientifique qui disent que la biodiversité traverse une crise majeure, on parle de 6e crise d'extinction au niveau planétaire. Et le deuxième constat, c'est que, et ça a été répété hier dans le rapport du GIEC, c'est que cette biodiversité est absolument cruciale pour pouvoir permettre l'adaptation des forêts. Une forêt peu diversifiée n'a aucune chance face au changement climatique. Donc il est important de pouvoir s'assurer que le fonctionnement écologique des forêts en Europe soit bien restauré pour qu'elles puissent avoir une chance d'être adaptées au changement climatique. J'en viens maintenant au carbon farming, puisque c'est justement l'un des aspects un peu économiques que je voudrais souligner. La stratégie forestière met en avant aussi d'autres sources de revenus possibles pour les acteurs forestiers, y compris les propriétaires forestiers. Elle met en place aussi énormément d'outils pour les accompagner dans ces démarches-là, à travers les cartes satellites, ça a été mentionné, à travers d'autres outils de monitoring, d'appui par les États, à travers les plans stratégiques forestiers nationaux. Et l'un des enjeux que l'on met en avant, c'est donc ce carbon farming, agriculture bas carbone en français. L'idée est de pouvoir créer une nouvelle source de revenus pour tous les acteurs, tous les propriétaires terriens, on va dire, donc tous les gestionnaires des terres, y compris les gestionnaires forestiers,
qui à partir du moment où font des progrès dans leur pratique, et le président Frêche à côté bien dit qu'il y avait des marges de progrès en termes de gestion forestière, bien que tous les acteurs forestiers qui consentent ces efforts supplémentaires puissent être rémunérés sur la base. Et à nouveau, on parlait donc de la nécessité de passer d'une logique de baser sur les moyens à des paiements basés sur les résultats. Et bien, ces revenus seraient basés sur la performance en termes d'absorption carbone. Et cette année, donc, la Commission va lancer un cadre de certification d'absorption carbone qui s'inspire directement donc, de l'outil français Label Bas Carbone, donc, qui marche bien sur les forêts, pour pouvoir apporter donc, cette preuve d'une certification européenne qui permettra aux acteurs forestiers notamment, qui font des engagements en termes de gestion forestière, mais aussi en termes de production de bois à plus longue durée de vie, par exemple, de pouvoir valoriser ces efforts-là et de recevoir des financements soit publics. Alors ça a été mentionné Interreg, on a mentionné aussi LIFE, il y a aussi la PAC, effectivement, la PAC c'est un instrument extrêmement important de financement public. Il y a aussi les aides d'État que l'on peut envisager. Et également tous les financements privés, puisqu'il y a énormément de compagnies qui cherchent, pour des engagements de neutralité climatique notamment, qui cherchent à pouvoir récupérer ces certificats pour pouvoir améliorer leur performance climatique. Et là aussi, c'est une source de revenus supplémentaires pour les forestiers. Un dernier mot, effectivement, pour donner un dernier chiffre, c'est quand même que la stratégie forestière de l'UE est vraiment pas du tout contre les propriétaires forestiers, puisqu'elle vise justement à augmenter la surface des forêts en Europe, avec cet objectif de 3 milliards d'arbres supplémentaires en 2030. Donc on est vraiment dans une vision où on souhaite faire plus de forêts en Europe. C'est important. Et donc les acteurs forestiers, c'est une filière d'avenir. Merci. Je vois que l'heure tourne. Avant de laisser la parole à la salle, peut-être est-ce qu'un des intervenants veut donner un dernier témoignage ou un dernier mot? Oui. Merci à Florian d'avoir évoqué l'enjeu carbone qui est fondamental. On a en France lancé maintenant le label bas carbone avec la possibilité donc de trouver les premiers financements reconnus, validés par des procédures et par l'État, le ministère de l'Environnement. Et c'est une très bonne chose. Il faut passer, si vraiment c'est un enjeu stratégique, au niveau européen, il faudrait passer au stade vraiment de sauter une marche. Parce que si c'est une vraie politique, ça ne doit pas être laissé uniquement à des financements, certes qui peuvent être non négligeables, mais de la bonne volonté d'entreprises privées qui veulent verdir leur image ou de façon tout à fait légitime. C'est très bien, il faut le faire. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, comme la Cour des comptes française l'a recommandé il y a maintenant plus d'un an, les crédits carbone issus du système européen des quotas d'émissions, qui sont des sommes considérables, qui sont uniquement en France aujourd'hui consacrées au financement des économies d'énergie dans l'habitat, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Moins consommer d'énergie, c'est un objectif fondamental. Mais qui pourrait très utilement, officiellement, et ça aurait un poids fantastique, financer directement les actions carbone. Ça donnerait tout à coup à cette opération une dimension qui serait à la hauteur de l'enjeu stratégique. Mais là encore, avec des itinéraires sylvicoles où on fait quelque chose pour faire plus additionnalité et non pas pour mettre sous cloche une partie significative de la forêt française. Donc je pose, cette question a déjà été posée au niveau européen, mais je pense que pour l'instant, elle n'a pas encore reçu de réponse, mais nous attendons avec impatience. Je voudrais juste rajouter 2 mots sur le carbone pour souligner à quel point c'est l'enjeu prioritaire. On parle aujourd'hui de forêt, mais on doit aussi parler du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Quelque part, face au changement climatique, l'Union européenne doit être un leader qui, à travers les textes mis sur la table, crée un nouveau modèle économique pour les agriculteurs et entraîne le reste du monde par des outils de réciprocité sur les marchés et les clauses miroirs. Donc ça, c'est essentiel. Et bien entendu, l'autre sujet qui est essentiel comme priorité pour l'agriculture, ce sont les clauses miroirs, justement, puisque pour boucler la boucle, il faut qu'on arrive à la boucler. Mais vraiment, ce sont des sujets essentiels et
On travaille très bien avec la commission là-dessus, donc je tenais quand même à le dire. Mais après, quand ils mettent des textes, quand même, on les modifie. Ok, merci beaucoup. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, notamment la future réglementation sur la déforestation et la dégradation des forêts, qui est un gros sujet pour nous. C'est un regard croisé, comme je vous l'ai dit, donc si vous avez des questions à poser aux intervenants, on a une petite séquence de 5 minutes avant de libérer nos intervenants. Je sais que Madame la députée a des rendez-vous par la suite. Questions, interventions, merci de vous présenter, monsieur. Donc Alain Lessurgé, je suis directeur de la Fédération nationale des communes forestières et j'avais dit que je dirais rien, mais je ne peux pas m'empêcher. Florian, personne n'a douté que la Commission ait travaillé utilement pour la forêt. Quand on a eu la stratégie de forestière de l'Union européenne qui a été publiée, on a en partie été satisfait. Mais moi, ce qui me frappe, et là je vais parler plus personnellement, en tant qu'ancien forestier, parce que maintenant la forêt, je la vois plus de ma fenêtre que du terrain, mais on a le sentiment qu'on oppose deux visions des choses. Les forestiers qui sont là et qui veulent exploiter, qui veulent récolter, qui veulent couper, qui veulent, etc. Et puis d'un autre côté, la protection absolue, etc. On est convaincu, et il y aura certainement dans la table ronde suivante des réactions à peut-être ce que je vais dire, il faut se parler maintenant. Chacun d'entre nous, autour ici, qui sont dans cette enceinte-là, on est conscient de l'enjeu qui est devant nous. On a un changement climatique qui nous met devant un défi absolu, et les forêts sont une des réponses, et vous le savez tous, face au changement climatique. On ne peut pas dire on va mettre ça sous cloche et on va continuer à exploiter ailleurs. Le chapitre 2 de la stratégie forestière de l'Union européenne, il est très bien. Il prend en compte le cycle long et le stockage du carbone. Enfin, c'est écrit. Mais le chapitre 3, qui presque contredit le chapitre 2, non, tu n'es pas d'accord, mais bon, il faut bien un peu de polémique pour que ça entraîne le débat. Bon, ça semble être s'opposer, alors que c'est complémentaire. C'est complémentaire. La recherche, la nécessité d'avoir une vision des forêts européennes, grâce au LIDAR, grâce à tous ces éléments-là, va nous permettre de définir avec les forestiers et avec les environnementalistes, ceux qui sont fréquentables, parce que les associations activistes qui viennent pointer du doigt les coupables, les bons d'un côté et les méchants de l'autre, ça suffit, quoi. Il y a eu de l'agribashing, on est en train de rentrer dans du forest bashing parce qu'on veut, etc. Donc on a cette nécessité absolue de connaître ces forêts parce qu'on en connaît, les écosystèmes forestiers sont les plus complexes certainement avec peut-être le milieu marin. Mais on a besoin de connaissances, mais il ne faut pas opposer. Et si tu veux, ce que je pense, c'est que ce qu'on a ressenti quand on a vu les progrès de compréhension du cycle long du bois, de la forêt et du bois, mais on a aussi le sentiment qu'on a voulu faire plaisir parce qu'il faut absolument... Et on a le changement climatique qui nous met devant un défi. Les forêts primaires, elles seront touchées comme les autres par le changement climatique. Et à un moment, il faudra de toute façon que l'homme, comme l'a dit Pierre-Olivier Drège, intervienne pour essayer de les maintenir, à mon avis. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, sinon, je propose tout simplement d'applaudir nos intervenants et de les remercier. Un grand merci de votre participation. Donc, voici une seconde table ronde avec des intervenants différents, bien sûr, sur les mêmes thématiques, des politiques européennes, la place des forêts et un regard croisé. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Valory, qui représente WWF France. Également Fanny Pomme-Lang de CEPF, qui est la Confédération européenne des propriétaires forestiers privés, ainsi que Bertrand Servois, qui est président du C2F, mais qui s'exprime au titre de la COPA-COGECA. Donc, premier principe, j'avais une question introductive, mais je vais innover. Je vais vous faire plutôt réagir sur ce que vous avez entendu lors de la première table ronde. Si vous avez des remarques, des commentaires ou autres. Donc, honneur aux dames. Fanny. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Je disais que juste en introduction, c'est la première fois que je parle en public depuis mars 2020. Donc voilà, à célébrer. C'est un grand plaisir.
Voilà, donc je voudrais réagir alors, sur une chose peut-être qui m'a vraiment interpellée. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on se retrouve, notamment sur les commentaires sur la stratégie, la nouvelle stratégie forestière. Il y a une chose que j'aimerais commenter. Florian est là-bas, mais j'aurai l'occasion d'en reparler avec lui. Quand il a dit que les États membres avaient favorablement accueilli la stratégie forestière, je pense qu'on n'a pas lu les mêmes conclusions du Conseil. Parce qu'il y a quand même des grosses inquiétudes, des grosses questions, des grosses demandes de clarification de la part des États membres qui ont également été relayées par le Comité économique et social européen et le Comité des régions. Et on espère que le Parlement va les relayer aussi. Donc voilà, il y avait ce point-là. Après, je voudrais aussi réagir sur ce que j'ai entendu sur le dernier commentaire de Alain sur cette dichotomie en fait entre les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, et on y reviendra, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit se profiler dans la définition des politiques et qu'il faudrait vraiment arriver à stopper pour dialoguer et rebalancer un petit peu la discussion. Donc voilà, quelques réactions à chaud. Réaction à chaud, je pense que c'était très intéressant de voir tout l'ensemble du débat et l'ensemble des arguments des uns et des autres en fait. Moi la réaction à chaud, c'est que je pense, et merci de l'invitation, c'est important en fait, comme ça a été fait d'ailleurs dans le cadre des assises de la forêt et du bois, en fait, que les gens échangent mieux. Parce que manifestement, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être des sujets de controverse en fait dans le monde forestier, ou entre environnementalistes forestiers, voire même entre forestiers eux-mêmes, sur le carbone, sur la biomasse, sur les coupes rases, sur la biodiversité, sur la protection forte, etc. Et on n'y met clairement pas les mêmes choses. Enfin, quand j'entendais tout à l'heure dire par exemple que globalement l'alternative à tout gérer, ce qui est le cas aujourd'hui, globalement toutes nos forêts sont issues effectivement d'une gestion plus ou moins fine et plus ou moins intensive en fait en l'occurrence. C'est de ne rien faire. Jamais personne n'a demandé de ne rien faire sur 100% des forêts. Aujourd'hui, en France, par exemple, quand on parle de non-gestion et de libre évolution, choisi, acté dans des plans de gestion, notamment de réserves naturelles et de réserves biologiques intégrales en domanial ou en communal, on parle de 0,2% de la surface forestière française. On n'est pas en train de mettre sous cloche la forêt. Dans les objectifs français, en l'occurrence, européens et français aussi, en fait, de protection plus faible, en fait, le 30% dont on parle dans les objectifs européens à 2030, d'ailleurs la France les a déjà, hein, c'est notamment des zones de PNR, de zones d'adhésion de parcs nationaux dans lesquelles il y a de la gestion forestière. Donc je pense que cette dichotomie, il faut arriver à la travailler, à l'apaiser, à comprendre mutuellement ce qui est possible de faire dans un cas et dans l'autre. Si on demande, dans un certain nombre de cas, de la libre évolution, voire de la maturation des forêts, c'est qu'il y a des vrais enjeux de biodiversité, des vrais enjeux de changement climatique derrière, auxquels il faut pouvoir répondre. Oui, l'intérêt de cette discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est de montrer l'intérêt général de l'Europe sur la question forestière. Ce n'était pas complètement évident, il n'y avait pas dans les traités de politique forestière, maintenant on a une stratégie. Et quand on regarde le détail de la stratégie, on descend à des choses très très précises, qui sont plus de la technique également. Et là, on se demande, est-ce qu'on est encore dans le respect des principes de subsidiarité ? La deuxième chose que j'ai observée là, dans ces débats de tout à l'heure, c'est le fait qu'il ne faut pas décourager les acteurs de terrain. Il faut prendre en considération ce qu'ils font, car ils le font depuis toujours, ils s'adaptent à chacune des générations. Personne ne fait exactement la même chose que son père, que son grand-père dans sa forêt. Et pour une raison toute simple, aujourd'hui, c'est que les marchés ne sont pas les mêmes, les attentes techniques, technologiques du bois ne sont pas les mêmes, et on a un changement climatique qui nous oblige à réfléchir un peu à ça. Donc, subsidiarité, il ne faut pas qu'on oublie ça. Il faut qu'on reste là, qu'on ait ce dialogue au niveau des États, etc. Et que l'intérêt général de l'Europe sur la question, c'est comme de la décarbonation de nos économies occidentales. Ça doit rester la chose principale. Ça ne veut pas dire ne plus utiliser de bois. Merci pour ces premières réactions. Donc, comme pour la précédente table ronde, une question qui apporte une réponse relativement courte, hein, c'est que selon vous, et ça m'a adressé à Fanny, comment sont prises en compte les forêts dans les politiques européennes avec un scope global? Merci.
Alors déjà, je vais peut-être paraître radotée, mais il n'y a pas de compétences européennes en matière de gestion forestière. Il y a des politiques européennes qui concernent la forêt. Il y en a beaucoup, de près, de loin, mais il n'y a pas de compétences européennes sur la gestion des forêts. Et c'est un débat que nous avons à Bruxelles avec la Commission notamment. Donc maintenant, il y a des politiques qui concernent les forêts. Quelles sont ces politiques actuelles? Elles sont principalement définies par le pacte vert, donc le Green Deal, qui a été donc initié par la Commission qui est en place actuellement. Et c'est un fait que ce pacte vert, quand on regarde les politiques liées à la forêt qui sont déclinées par ce pacte, met un accent sur la biodiversité et le changement climatique. On peut nous dire le contraire et nous dire que non, 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 il y a une approche tout à fait équilibrée. Non, il y a une vraie volonté politique de la Commission de donner un axe sur l'environnement et le changement climatique. Et c'est une approche assez réduite. Donc l'argument principal, c'est qu'on vit dans une crise aujourd'hui climatique et de biodiversité. Et c'est vrai. Mais de cet argument-là, on entend que les fonctions économiques et sociales, du coup, passent en second plan. Et donc, c'est ça que nous, on critique. Le concept de gestion forestière à Bruxelles aujourd'hui n'est plus compris, n'est plus entendu. La gestion forestière durable, ça ne parle plus ou beaucoup moins aux décideurs politiques. Donc, c'est un concept qu'il nous appartient à nous, les propriétaires forestiers, les gestionnaires, de réexpliquer, de réamener dans le débat. Il y a une opposition franche dans le débat européen aujourd'hui entre une foresterie, des pratiques forestières intensives et industrielles ou proches de la nature, comme s'il n'y avait rien au milieu. Et donc, on trouve que cette dichotomie est assez dangereuse. On a de plus en plus une promotion aussi de non-intervention aux forêts. On a discuté des 30% de zones protégées, mais dans ces 30%, on a 10% de zones strictement protégées. Et on y reviendra. Donc, dans ce contexte-là, le leitmotiv pour nous, propriétaires forestiers, c'est de souligner, rappeler encore et encore la diversité des forêts, la diversité de leurs propriétaires, la diversité des pratiques de gestion. C'est également de dire aux décideurs que la seule certitude qu'ont les propriétaires forestiers aujourd'hui, c'est l'incertitude de ce qui va se passer dans leurs forêts par rapport au changement climatique et que les forêts doivent être gérées. Et la troisième chose, c'est que la fonction économique, aujourd'hui, c'est celle qui permet de gérer les forêts. Donc, on peut discuter des autres fonctions et des paiements écosystémiques et la porte est complètement ouverte. Mais aujourd'hui, un propriétaire, il gère sa forêt en vendant son bois. Et donc, on y reviendra certainement. Dernier point, le temps politique et le temps forestier sont complètement différents. Le temps politique, c'est quelques années. Un mandat, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ça aussi, on essaye de l'amener dans le débat biodiversité, dans le débat climat. Mais les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, vous n'allez pas voir les impacts. Et les décisions que vous avez prises il y a 10 ans, on ne connaît même pas encore les impacts. Donc ne changez pas les réglementations tous les 5 ans. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Sur la gestion forestière, je crois qu'il faut faire très attention à l'impact dans le public. Quand on martèle le fait que la principale priorité pour les forêts, c'est leur sauvegarde, c'est leur pérennité, c'est la biodiversité. Je crois qu'on se trompe de langage et de message à faire passer pour les populations. Parce qu'autrement, les gens qui sont maintenant 80% urbains dans les différents pays européens, c'est pareil en France et dans les autres pays, ne comprennent plus après qu'il faille faire quelque chose en forêt. Lorsqu'il y a une exploitation, lorsqu'il y a des peuplements, des repeuplements à faire, des régénérations, ils ne comprennent pas le message. Et si le seul message c'est biodiversité, sauvegarde de la forêt, parce qu'elle a un rôle merveilleux, etc., ça ne permet pas à nos concitoyens de comprendre ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu important là-dedans et c'est dans les priorités même s'il y a officiellement l'équilibre entre les fonctions économiques, sociales et environnementales. Je crois que dans la présentation, on se fait nous-mêmes nos propres ennemis et on le voit bien puisque régulièrement il y a des attaques sur les gestionnaires, sur leur matériel, on insulte les gens qui travaillent en forêt, etc. Ça devient une ambiance très désagréable pour ça. Alors que sur le fond, si on explique mieux la chose, je crois que les gens comprennent que pour qu'une forêt soit vivante, il faut la renouveler, il faut l'entretenir, il faut mettre la main de l'homme dessus.
toutes nos forêts en France ont été façonnées par l'homme depuis des siècles. Et ça sera comme ça dans les années à venir. La deuxième chose, n'oublions pas l'objectif premier, la décarbonation de notre société, de nos fonctionnements. Et là, ce qui est merveilleux pour nous, le bois, la forêt a un rôle très important à jouer là-dedans. Alors, il y a des études qui montrent qu'une forêt qui est dynamique, etc., capte davantage de carbone. Il y a la séquestration, il y a la substitution avec d'autres matériaux qui sont beaucoup plus énergivores. Enfin, on voit ça. Et donc, on est dans un paradoxe où la société comprend qu'il faut utiliser du bois. Nos gouvernements le comprennent, aident les filières là-dessus. Et vous avez l'opinion à qui on dit la première priorité, c'est la biodiversité. Et surtout, n'allez pas marcher en forêt, ne faites pas rentrer une machine là-dedans. Donc voilà un peu les grands enjeux et les contradictions dans lesquelles on se trouve en ce moment. J'ai un peu de mal à comprendre en fait votre position et ce que vous demandez finalement. Parce que est-ce que vous demandez plus de gestion forestière à l'échelle européenne ou est-ce que vous demandez simplement de ne pas parler de production forestière à l'échelle européenne et de garder une subsidiarité? Sachant qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, la forêt clairement elle est déjà dans un certain nombre de politiques forestières, que ce soit par le climat, que ce soit par la biodiversité, que ce soit par l'économie circulaire, c'est déjà de l'économie, l'énergie, etc. Donc il y a déjà des interactions. Donc je pense que ce que cherche à faire la stratégie européenne des forêts, c'est justement de faire dialoguer en fait ces différentes politiques, essayer de les rapprocher. Si vous demandez de garder une subsidiarité stricte sur tout ce qui est gestion, production forestière, vous n'y arriverez pas. Donc c'est pour ça qu'il faut à un moment donné réintégrer, et ça l'est déjà, hein, l'article 2, en l'occurrence, toute la question de la production aussi dans la stratégie forestière. Donc j'ai un peu de mal à comprendre en fait votre positionnement. Qu'est-ce que vous demandez à la Commission in fine? Nous, pour ce qui nous concerne, je trouve qu'effectivement, il faut se mettre à la place du moment. On ne définit pas la politique forestière à la fin du 19e siècle en France, comme on l'a défini maintenant, ou comme on l'a défini à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'axe était très économique. Au 19e siècle, c'était déjà protection, risque naturel, restauration des terrains en montagne, et ce genre de choses. Aujourd'hui, on est clairement dans une urgence qui est une urgence climatique, qui met notamment le climat, un peu la biodiversité, mais notamment le climat, en première ligne de ce que la société attend des forêts. Pour être concret, au niveau français, aujourd'hui, dans le bilan carbone à 2050 de la France, il y a 60 millions de tonnes qui sont attendues par les forêts, dont aujourd'hui, et le calcul et le fait qu'il y a des dépérissements, en fait, posent un certain nombre de questions sur savoir si on va vraiment l'atteindre, en fait, cet objectif-là. L'actualité du moment, je comprends que ça change un petit peu, ou ça fait évoluer le paradigme de la gestion forestière depuis l'après-guerre, en l'occurrence, hein, qui était très économique. Et c'est pas négatif, en l'occurrence. Il y a une valeur économique aux forêts, et il faut effectivement l'utiliser à partir du moment où c'est géré durablement. Je comprends qu'il y a une évolution, mais je pense que c'est ce que cherche à mettre en place la Commission en forçant un peu le débat, en disant regardez, nous on est en train déjà de faire des choses sur le climat, sur la biodiversité qui vous concernent directement. Je réponds là-dessus, s'ils veulent bien. Subsidiarité, oui. On a vu dans le débat tout à l'heure que les politiques forestières des différents pays n'ont pas encore complètement dialogué avec Bruxelles, puisque cette stratégie, ils la présentent, ils vont l'amender dans les textes, etc. La France, pour elle-même, a une politique forestière qui s'est développée considérablement ces dernières années sous le mandat, et notamment du ministre de l'Agriculture actuel, qu'on remercie pour ça, parce que je crois qu'il a un peu la différence des précédents, pris la mesure de cette filière dans l'économie du pays et dans les enjeux qui sont les nôtres de décarbonation, de renouvellement, etc. Donc il y a cette prise de conscience. Je crois que c'est vous qui disiez que les forêts sont propres un peu à chacun des pays. Elles ne sont pas les mêmes en Galice, au Portugal, dans le sud-ouest de la France, dans l'est, dans le centre, etc. On a des problèmes qui sont à traiter, à analyser dans chacune de nos régions.
Et je crois qu'il ne faut pas que ce soit Bruxelles qui vous dise voici comment il faut faire pour l'ensemble, de manière générale. Qui est une politique générale en disant votre continent, notre Europe doit se décarboner. Il y a des grands principes qu'on doit avoir là-dessus. Il y a de la protection à avoir, la réflexion sur les sols. Et c'est évident qu'on doit le faire. Moi, j'ai un petit peu d'expérience et on a beaucoup évolué sur les techniques qu'on met en place quand on renouvelle les peuplements. Les choses avancent là-dessus. Mais je crois qu'il faut faire attention qu'au niveau européen, on ne descende pas à des niveaux qui sont ceux des pays qui doivent le mettre en place. Alors justement, sur ces messages au niveau européen et vos attentes, donc pour CEPF, quels sont les 3 messages clés que vous tentez de porter, enfin que vous portez au niveau européen, et quelles sont les difficultés que vous avez pour soit les faire adopter, soit les faire comprendre, ou soit dialoguer sur ces sujets-là? Merci. Alors, les 3 messages clés qu'on porte, le premier, c'est donc la diversité donc de nos forêts, mais pas que des forêts, la diversité des forestiers, parce que les propriétaires forestiers sont à peu près aussi divers que leurs forêts. On parle de cultures différentes, on parle d'histoires familiales différentes, on parle d'objectifs différents. Donc cette diversité-là, elle n'est pas, selon nous aujourd'hui, assez prise en compte par la définition des politiques. Donc c'est cette diversité. La deuxième chose qu'on porte, c'est les pratiques, donc ce fameux concept de gestion durable des forêts, comme je l'ai dit, qui n'est plus vraiment entendu, compris, qui est dynamique, qui doit probablement évoluer. Et je pense que les forestiers sont assez ouverts à la discussion. Ce que les forestiers entendent moins, c'est quand les institutions européennes, et notamment la Commission, et je pense qu'on reviendra après une question avec des exemples précis, mais aujourd'hui, il y a une tendance de la Commission d'aller vraiment dans le détail de ce que doivent être ou ne pas être les pratiques forestières. Et par rapport à répondre à votre question, qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on ne veut pas, il y a des politiques qui concernent les forêts, c'est quelque chose qu'on ne va pas remettre en cause, c'est existant. Par contre, c'est jusqu'à quel niveau de détail ces politiques doivent intervenir et dire quelque part aux propriétaires ou aux gestionnaires ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Et c'est là qu'il y a vraiment un point de débat sur quel est le niveau de détail dans lequel ces politiques peuvent aller. Je prends un exemple, les coupes rases. Les coupes rases, c'est vraiment un sujet qui est en discussion à Bruxelles. On entend, les coupes rases, c'est pas bien. On lit dans les textes, il faut éviter les coupes rases de grande taille. Qu'est-ce que ça veut dire? Une coupe rase de grande taille en Finlande, une coupe rase de grande taille en France, au Portugal. Donc on voit de plus en plus, il faut laisser des arbres morts. Oui, mais voilà, ça se fait sur le terrain. C'est des choses qui se font. Il y a des pratiques de gestion sylvicole. Donc est-ce que c'est à la Commission de définir comment le bois mort doit être laissé et quelle quantité, etc. Donc il y a vraiment cette discussion aujourd'hui. Je dis la Commission parce que en fait, elle a mis sur la table ses propositions. Bien sûr que maintenant, ça va être le Parlement et le Conseil qui vont amender et négocier. Mais il y a vraiment, voilà, quel est le niveau de détail dans lequel on veut aller sur la définition. Et un des messages qu'on porte, c'est non, restons à un niveau général, respectons la subsidiarité, les politiques nationales et régionales, et prenons en compte cette diversité pour essayer d'avoir un cadrage général et une mise en œuvre basée sur de l'expertise locale. Juste en complément, Fanny, pour être plus précis, pour développer un peu davantage, il y a quoi 2-3 exemples dans les 12 prochains mois d'éléments qui vont réellement impacter le propriétaire forestier ou le gestionnaire forestier? Et après, je laisserai la parole au président Servois. Alors, on peut commencer par les politiques environnementales. 30% de zones protégées dans la stratégie biodiversité, dont 10% strictement protégées. La Commission vient de publier un document qui indique aux États membres qu'est-ce que ça veut dire strictement protégé. Donc on a des guidelines. Et donc maintenant, les États doivent désigner ces zones. On est dans le processus de désignation. Donc la France va désigner ces zones à protéger ou à strictement protéger. Potentiellement, ça pourra impacter le propriétaire forestier. Donc il est essentiel que les propriétaires soient associés à cet exercice de définition de ces zones protégées. Donc concrètement, ça pourra impacter le propriétaire.
exemple, directive énergie renouvelable, donc thème énergie. On a des critères de durabilité pour la bioénergie qui sont en place depuis 2018 avec une directive qui était la directive numéro 2. La directive numéro 1 n'était que pour l'agriculture. La directive numéro 2 a dit on met en place des critères de durabilité pour le bois énergie. Transposition par les États membres, juin 2021, date limite pour la mise en œuvre. Juillet 2021, la Commission nous dit eh ben, en fait, je vais changer les règles. Donc on a une nouvelle directive qui n'est évidemment pas encore en œuvre, qui va être négociée, mais on n'a même pas encore commencé à mettre en œuvre la directive RED 2 avec des critères de durabilité pour le bois énergie qui sont quand même assez concrets pour le propriétaire, que la Commission définit une nouvelle directive avec des critères renforcés. Donc ça, c'est un exemple aussi. Comment est-ce que cette directive va impacter ? Concrètement, elle va impacter. Parce que cette directive, elle réfère à éviter de récolter les souches, réduire les coupes rases, un seuil approprié de bois mort, utiliser les systèmes d'exploitation qui réduisent l'impact sur les sols. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est déjà fait au niveau national. J'aurai d'autres exemples, mais je vais laisser la parole au... Oui, je voudrais donner un exemple d'événements qu'on constate sur notre terrain et qui ne sont pas dans les lignes européennes parce que ce n'est pas prévu comme ça. Le dépérissement du chêne dans le grand centre de la France. Les 3 dernières années, pas l'été dernier, mais les 3 années précédentes, température extrême, 4 mois de sécheresse, les chênes n'ont pas aimé et réagissent avec toujours un temps de retard. On constate aujourd'hui un profond dépérissement dans un grand nombre de parcelles, ce qui nous inquiète beaucoup. On a été regarder ça et avec les coopératives, on a quelques moyens, on a mis en place toute une technique pour repérer ces chênes dépérissants par des systèmes soit de drones, soit de photos aériennes, soit de photos satellites, d'analyse de ces photos sur ordinateur, en faisant des cartes en fausse couleur, etc. Et après, d'aller sur le terrain pour voir, pour examiner l'état des chênes et voir ceux qui ont une capacité à redémarrer ou ceux qu'il faut vraiment récolter parce que l'année suivante, ils seront secs. L'enjeu là-dedans, c'est de récolter ces arbres avant qu'ils ne soient morts et qu'ils deviennent du bois de chauffage. Et on a observé dans des régions importantes de la région centre au sens large de France, dans ces massifs de très belle qualité de chênes, des endroits où il y avait des proportions importantes d'arbres qui dépérissaient. Alors vous avez plusieurs cas, des forêts où il y avait une trop grosse charge à l'hectare, d'autres on ne sait pas. Est-ce que c'est le sol, est-ce que c'est autre chose là-dedans? Et pour nos forestiers que l'on aide dans leur gestion, la question c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout le plan de gestion qui était prévu, on devait parcourir des parcelles en éclaircie par exemple, eh bien on arrête cette technique-là, on se préoccupe déjà de sauver ce qu'il faut sauver, et puis dans certaines parcelles, on va retirer tellement d'arbres qu'il va falloir les renouveler complètement. Ça bouleverse les plans de gestion, et ça, on ne peut pas le voir au niveau de Bruxelles. On est obligé de regarder ces questions-là sur le terrain. On dialogue avec les CRPF, parce que ça veut dire coupe d'urgence ou coupe sanitaire. Il faut qu'on puisse réagir vite. Et il ne faut pas qu'on attende 6 mois que l'établissement public nous réponde en disant « oui, on a pu aller voir, vous pouvez y aller ». Il faut faire ces interventions maintenant, avant l'été prochain. Et ces genres d'exemples sur le terrain, on ne peut pas tout prévoir au niveau européen. Il y a des grands principes et au niveau local, on a des exemples de ce type-là qu'il faut mettre en œuvre. Donc, merci pour ces premiers propos. Tout à l'heure, on a parlé de stratégie forestière de l'Union européenne. Et donc, ma question s'adresse à vous, Monsieur Vallauris. Qu'est-ce qui est important selon vous dans cette stratégie? Quel est le bonus de ce texte? Et, voilà. Et plus globalement, que pensez-vous de ce texte-là? Je pense je l'ai déjà un peu dit en fait. Ce qui est important, c'est que ça aide en fait. Alors effectivement, ça ne va pas répondre à votre question de dépérissement dans la région centre. Par contre, ça aide l'ensemble de l'Europe
à réfléchir, à connecter les politiques qui sont importantes à un moment qui est clé, lié au dépérissement, lié à une crise biodiversité, lié au rôle qu'on attend en fait de la forêt dans nos politiques carbone, notamment en fait, de décarbonation en fait en l'occurrence. Donc c'est ça, principalement. Ça ne va pas tout régler, et je ne pense pas que les questions que vous abordiez, c'est-à-dire de la taille des coupes rases dans les Landes ou dans le Limousin, ça soit à un moment donné tranché à Bruxelles. Enfin, je ne suis pas là pour comment dire, me faire l'avocat en fait de la Commission, mais en l'occurrence, on voit bien comment se traduisent d'autres éléments, hein, y compris sur la nature, des politiques de la nature que je connais bien. À un moment donné, il y a toujours une application particulière. Natura 2000, c'est pas mis en place en France de la même façon qu'il s'est mis en place en Finlande ou en Allemagne. En fait. Par contre, la politique, elle a été bien édictée, liée à des objectifs de biodiversité qui étaient particuliers. Et là, ce qu'apporte la stratégie européenne, alors on peut discuter d'équilibre. Moi, il me semble qu'effectivement, il y a des sujets différents à l'intérieur. Vous les sentez, tout à l'heure, tu disais en fait que tu les sentais opposés d'un article 2 à l'article 3. Non, c'est juste des problématiques qui, à un moment donné, se posent et qui sont dans le même texte et qu'il faut articuler, justement. Et c'est bien ça l'objectif de la stratégie. Donc, à un moment qui est effectivement important, qui est clé, en fait, d'ajustement de qu'est-ce qu'on attend des forêts et de la politique forestière. Merci. Alors justement, on parle de gestion forestière, on parle de biodiversité, et donc je rebondis là-dessus. Ce nouveau, comment est-ce qu'on peut mieux intégrer la biodiversité, ou quels seraient les outils à mettre en place, ou les politiques pour davantage intégrer la biodiversité dans les modes de gestion forestière que nous avons en Europe? La question, elle n'est pas nouvelle, en fait. On en parle depuis longtemps. Par contre, je pense que ce sur quoi il faut insister, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est que la biodiversité, qu'on le veuille ou non, voilà, c'est le moteur du fonctionnement de la forêt, de la production que le forestier. C'est pas le forestier qui produit, c'est le forestier. Il oriente en fait en donnant une qualité particulière qui répond aux enjeux de la société, de produire du bois de construction, de produire du bois énergie, de produire d'autres services en fait. Mais quelque part, c'est l'écosystème en fait forestier en fait qui va faire fonctionner les choses. Et certes, dans la forêt, il y a des arbres, mais il y a beaucoup d'autres choses, en l'occurrence. Et c'est cet ensemble en fait, qui fait fonctionner la forêt. Ce que je viens de dire, c'est un peu une évidence. En fait, en temps normal, en temps de crise climatique et d'évolution rapide, on a d'autant plus besoin en fait, de cette biodiversité parce qu'on ne sait pas demain. Il y a souvent des discussions quand on parle de changement climatique sur la dizaine d'espèces d'arbres ou quinzaine d'espèces d'arbres qui sont objectifs en fait, dans le monde forestier en termes de production. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 5 ou 10 000 autres espèces en fait, qui vont avoir le même problème à régler. Comment je m'adapte, comment je me déplace ou comment je m'adapte à la forêt de demain. Et quand dans une forêt... je vais vous prendre un exemple en Pyrénées-Orientales, parce que c'est une forêt qui est extrêmement bien connue, en l'occurrence d'un point de vue naturaliste, qui est protégée depuis plus d'une centaine d'années, qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO l'été dernier, et sur lequel les scientifiques se sont attachés à faire l'inventaire minutieux de qu'est-ce que c'est la biodiversité d'une forêt. Dans cette forêt qui fait 300 hectares, qui s'appelle la forêt de la réserve de la Massane, il y a 8200 espèces à peu près. En fait. Donc l'intérêt pour l'écologue, c'est de savoir, il ne peut pas répondre à cette question, mais qu'est-ce que vont devenir ces 8200 espèces, dans lesquelles il y en a une quinzaine qui sont des arbres, ou un peu plus qui sont des ligneux, en fait. Et toutes ces espèces, c'est une petite partie d'espèces qu'en général on essaye sur lesquelles on peut avoir des politiques, notamment des oiseaux, des mammifères en fait. Mais ça c'est finalement 2-3% de la richesse spécifique dont on parle. Et puis c'est tout un ensemble d'autres espèces, de champignons, d'invertébrés dans lesquels on ne connaît pas suffisamment en fait, pour savoir comment on peut les gérer individuellement. Donc on ne va pas les gérer individuellement, on va essayer de gérer l'ensemble de l'écosystème pour qu'effectivement l'ensemble soit fonctionnel et s'adapte. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste sur un certain nombre de choses liées au sol, parce que dans mes 8200 espèces, il y en a à peu près la moitié qui ont à un moment donné un lien au sol. Donc quand vous faites du labour, une coupe rase et un labour, vous avez un impact qui est clair sur le carbone et sur la biodiversité en l'occurrence. Vous en avez 25% de ce cas concret qui sont liés aux bois morts et aux très vieux arbres. D'où l'intérêt de demander, pour des questions de résilience et de biodiversité, de maintenir des vieux arbres, du bois mort et ce genre de choses. Et voilà, c'est cet ensemble d'espèces, cette biodiversité dont on parle, qu'on voit souvent par les espèces remarquables, des listes d'espèces protégées ou qui nous viennent par exemple dans la directive
habitats et oiseaux en fait, au travers du réseau Natura 2000, c'est qu'une petite partie émergée de ce qui nous sert à nous, gestionnaires, que ce soit un gestionnaire forestier à but productif ou que ce soit un gestionnaire pour protéger la biodiversité. Alors justement, pour les gestionnaires forestiers, tout ce qui est protection de la biodiversité, problématique ou pas de mise sous cloche, de libre évolution, comment est-ce que vous le percevez au niveau des politiques européennes et des acteurs forestiers? Notre perception, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place et qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne doit plus faire sur le terrain. Déjà comprendre les discours qu'on tient d'une manière générale aux forestiers. La biodiversité, pourquoi est-ce qu'on dit la biodiversité, hein? Vous l'avez dit vous-même, on peut compter peut-être 8000 espèces différentes, parce qu'aujourd'hui on le regarde avec un microscope de cette taille-là. Si on regardait quelque chose d'encore plus fin, je pense qu'on ne serait pas à 8000, on sera à un autre chiffre. Il y a plusieurs choses à regarder. Une biodiversité dans le temps. Dans une parcelle que vous renouvelez en Douglas, lorsque vous faites votre plantation, pendant plusieurs années, votre parcelle, elle est en plein soleil, en pleine lumière. Vous avez une biodiversité qui est adaptée à cet environnement-là. Lorsque vous êtes à la veille de la récolte de cette parcelle, il fait très sombre au sol, vous avez des mousses, vous avez des lichens, vous avez, dans ce qu'on observe extérieurement, hein, je ne parle pas des micro-organismes et tout ça, vous avez une autre biodiversité. Mais il y en a une. Et donc, vous avez ça dans le temps, dans l'espace. Toutes les parcelles ne sont pas faites de la même manière, plantées avec les mêmes essences sur le terrain, etc. Donc vous avez une variété de biodiversité dans les forêts, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles, parce qu'elles ne sont pas toutes au même stade dans le temps. Et puis dans les strates, comme je vous disais, ce n'est pas la même chose, la biodiversité dans les hauteurs, au niveau du sol et dans le sol. On a fait des expériences dans le sud-ouest de la France, avec le syndicat, avec des associations comme la vôtre, pour faire dans des parcelles d'exploitation régulière en pain maritime, avec les techniques que vous connaissez aussi, de faire ce dénombrement et cette étude sur la biodiversité, qui est très intéressante. Et ils ne sont pas conclus en disant « mais il n'y a plus rien, c'est que c'est la même chose qu'un parking de supermarché ». Non, ce n'est pas le cas. Et dans le discours général qu'on entend sur la biodiversité en disant « au niveau mondial, ça baisse », il y a des espèces qui disparaissent, les éléphants, etc. Bon, on a l'impression que c'est vrai partout. C'est assez différent, le monde forestier, du monde urbain, de toutes nos grandes villes, de toutes les surfaces qui sont artificialisées. C'est vrai qu'au niveau global, l'activité humaine sur le monde a fait baisser la biodiversité. Ce n'est pas complètement la même chose en matière forestière. Merci beaucoup. Donc là, on parle de biodiversité. En fait, effectivement, le forestier est, on peut dire, producteur de biodiversité. On produit également du bois. Et donc ma question maintenant s'adresse à Fanny Pomme par rapport aux politiques européennes qui viseraient à utiliser davantage de bois dans ces différents usages. Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 50 ? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit zoom sur ces politiques qui visent à promouvoir le bois, dont on parlait précédemment de carbone, éventuellement de charbon et des politiques énergétiques ? Merci. Merci. Avant de répondre, si je peux juste rebondir, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que la Commission ne va certainement pas dire le seuil de coupe rase et le définir au niveau européen. La question qui est posée, et dans le débat actuel ou pour le bois mort, c'est est-ce qu'il appartient aux institutions européennes de dire la coupe rase c'est bien ou c'est pas bien ? De dire aux États membres, vous devez légiférer les coupes rases dans vos réglementations ou pas. Donc c'est plutôt ça, en fait, là où est le débat. Je suis d'accord avec vous qu'on ne va certainement pas aller à ce niveau de détail au niveau européen. Donc c'était une petite clarification là-dessus. Sur l'utilisation du bois, alors il y a une politique que je peux souligner, c'est on a une stratégie européenne pour la bioéconomie qui a été adoptée en 2018. Donc avant que la commission actuelle prenne son poste et vienne avec le pacte vert. C'est un fait que quand on lit les politiques qui découlent du pacte vert, la bioéconomie, elle n'est pas très très présente. On parle beaucoup d'économie circulaire.
peu de bioéconomie. Donc, il est vrai que dans la stratégie forestière, il y a un chapitre 2 qui réfère à l'utilisation, alors en français, je ne sais plus comment c'est, la promotion des produits à longue durée de vie, voilà, notamment la construction. Donc, il y a des choses, on ne peut pas le nier. Ce que nous dénonçons en tant que propriétaires, c'est pourquoi mettre l'accent uniquement sur ces produits à longue durée de vie, sachant que pour nous, il manque un peu une pièce du puzzle, parce que pour produire ces produits à longue durée de vie, il faut passer par les produits à durée de vie plus courte. Donc, quand on parle aux décideurs politiques, on leur dit mais il manque une case, il manque un wagon qu'on ne voit pas dans la stratégie en tout cas. Donc, pourquoi promouvoir un type d'usage et pas les autres, sachant qu'ils sont tous liés et sachant que l'approche de la Commission aujourd'hui est beaucoup plus sur l'aspect sink et storage, donc puits de carbone et stockage dans les arbres, plutôt que substitution, la substitution des produits fossiles. Donc, il y a vraiment un débat aujourd'hui à Bruxelles sur l'utilisation du bois. J'avoue qu'on avait un débat sur la bioénergie. Le débat est en train de tourner vers la bioéconomie. Est-ce que c'est bien d'utiliser du bois ? La bioéconomie n'est vraiment pas très haute dans l'agenda politique européen. L'utilisation même du bois commence à être critiquée. Et là, je parle même du bois dans la construction. C'est-à-dire que quand la stratégie a été publiée, il y a certaines organisations qui ont exprimé immédiatement des inquiétudes sur le fait que la Commission voulait promouvoir l'utilisation du bois dans la construction, parce que ça allait probablement avoir des impacts sur la ressource et sur l'intensification. Donc il y a aujourd'hui un débat sur l'utilisation du bois en général, et on ne peut pas dire que les politiques européennes qui sont sur la table en cours de définition font une grosse promotion de l'utilisation du bois. Dans les mots, oui. Dans les actions, probablement un petit peu moins. Alors, du coup, justement, pour les gestionnaires forestiers, qu'est-ce que vous attendez des politiques européennes? Est-ce que vous pourriez préciser un peu? Dans les usages du bois, tout le monde parle de la construction, d'utiliser les grumes, etc. Si on veut augmenter la part d'utilisation du bois dans les usages, pour les objets, pour la décoration, pour la construction, il faut pouvoir trouver des débouchés pour ce qu'on appelle les taillis, les têtes de chêne, les rémanents, etc., qui sont autour. Sans faire cela, on ne pourra pas aller chercher des arbres dans des parcelles, des arbres de bois d'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Une des utilisations, c'est le bois énergie. Il y a quelques années, il y avait des grands programmes creux en France et en Europe aussi pour développer la cogénération. Maintenant, on a développé également des utilisations de bois énergie sous la forme de granulés, de pellets, et qui se développent beaucoup et qui rendent des grands services aux habitations, puisque c'est un mode de chauffage commode, facile, peu onéreux et bien régulé. Il faut développer cet aspect-là. Et les scieries doivent pouvoir également utiliser le bois énergie pour chauffer, pour sécher leur bois. Il faut qu'on développe cette partie-là. Si on ne peut pas faire ça, si on ne trouve pas de nouveaux débouchés pour du bois de type taillis, on ne pourra pas augmenter notre production de bois d'œuvre en forêt. Ça, c'est pour l'ensemble de nos gestionnaires, des gestionnaires et de nos adhérents. Les propriétaires veulent augmenter leur part, veulent mieux gérer leurs arbres, etc. Il faut pouvoir trouver un débouché pour ces bois-là. Concernant les différents débouchés du bois, il y a une nouvelle réglementation qui est proposée sur la déforestation et la dégradation des forêts, qui reprend la réglementation sur le bois, le règlement bois de l'Union européenne, avec la mise sur le marché des bois. Monsieur Vallauris, par rapport à cette proposition de réglementation de la Commission européenne, déforestation et dégradation des forêts, quel est votre avis? C'est une intervention européenne supplémentaire sur la forêt, en l'occurrence, et qui pas d'ailleurs, je pense qu'elle est totalement indispensable. On importe beaucoup. En fait, quand on regarde, en fait, par exemple, la consommation, alors on parle plutôt de produits agricoles, un peu de pâte à papier, en fait, en l'occurrence, et un peu de bois, mais surtout des produits agricoles. Effectivement, on a une empreinte à l'extérieur de l'Europe qui est considérable. Pour la France, on estime, en fait. Alors ça ne veut pas dire dégradation et déforestation, hein, mais on estime en fait pour importer l'ensemble de qui a un lien avec la déforestation ou les forêts, en fait, en l'occurrence, on a besoin de 5 millions d'hectares.
Donc derrière, c'est du soja, derrière, c'est un certain nombre de produits totalement agricoles qui sont liés à la déforestation ou qui peuvent être liés à la déforestation, huile de palme et autres. Et puis c'est aussi des plantations industrielles d'eucalyptus ou de pin en fait, qui nous envoient de la pâte à papier, etc. Donc ça, effectivement, je pense que c'est extrêmement important et c'est important dans l'Union européenne depuis longtemps et à la Commission depuis longtemps effectivement d'encadrer en fait la façon dont rentrent ces produits chez nous et s'assurer et mettre en place des systèmes qui permettent effectivement de garantir en fait le moindre impact en fait de cette exploitation de ressources en fait en l'occurrence. Alors on pourrait dire des choses, y compris d'ailleurs entre ce qu'on préconise à l'extérieur et ce qu'on préconise chez nous. À la fois il faut effectivement pas que ce qu'on demande à l'intérieur de l'Europe nous conduisent à importer encore plus en fait de l'extérieur, et à la fois ce qu'on demande à l'extérieur, il faut aussi qu'on se l'applique aussi de notre côté mais on n'est effectivement pas dans un contexte français de déforestation, donc on n'est pas du tout ni dans le développement agricole en termes de surface, donc on est quand même sensiblement dans des conditions différentes. Donc, nous, sur le texte actuel, en fait, je pense que c'est effectivement une demande parce que c'est un enjeu important là, au niveau mondial, la déforestation, qu'on a perdu déjà depuis que les civilisations se sont développées à peu près la moitié de nos forêts et qu'on voit le rythme alarmant en fait de la déforestation et de la dégradation des forêts qui est souvent d'ailleurs masqué parce qu'on ne voit pas aussi non plus. Alors là où je suis d'accord, tout à l'heure vous disiez, en fait, il n'y a pas d'un côté la plantation industrielle intensive, voire la déforestation, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement notre usage en fait, et puis la gestion forestière proche de la nature en fait, en l'occurrence il y a des tas de choses à l'intérieur et notamment, alors c'est moins vrai ça dans le tropical mais en Europe c'est vrai parce qu'en fait on a une histoire forestière qui fait qu'on a des tas de nuances en fait, de tailles sous-futées et autres en fait qui font qu'il y a une nuance, une gradation du plus naturel au plus intensif en fait en l'occurrence de type de forêt et que faire de la dichotomie c'est effectivement pas bon. Mais en tous les cas pour revenir à cette législation sur la déforestation et la dégradation importée, je pense que c'est effectivement une pièce clé en fait de la politique européenne qui concerne les forêts. Elle est importante. Nous, on en critique certains points qu'on aimerait voir améliorer, soit au niveau national, dans la stratégie nationale de déforestation importée, en fait, soit au niveau européen, notamment en termes de périmètre. Aujourd'hui, le périmètre oublie sans doute un certain nombre à la fois de produits, comme les VA, etc., et qui pourtant des impacts en fait, sur la déforestation, et aussi ne prend pas suffisamment en compte le fait qu'on focalise tout sur la forêt et que, pour prendre un exemple, quand on va mettre l'accent sur réduire la déforestation en Amazonie par ce genre de législation, on a déjà eu des déplacements en fait, qui font qu'on a finalement de l'agriculture au détriment d'autres types d'écosystèmes qui sont pas de la forêt, Cerrado et autres en fait, qui vont être des savanes, mais qui sont extrêmement importants aussi d'un point de vue écologique. Donc on aimerait effectivement que le périmètre à la fois de produits et le périmètre de milieux qui sont concernés par cette législation qui encadre nos importations soit un peu plus large en fait, et prenne l'ensemble des enjeux écologiques, pas uniquement la partie forestière. Oui, si je peux rebondir sur ce règlement, cette proposition de règlement qui est très importante, qui est, comme vous le dites très justement, une politique en plus. Je voudrais juste rebondir sur le périmètre, parce qu'on parle de déforestation, et là-dessus, je pense que c'est assez bien défini. On a une définition internationale. Et encore, il y a quand même des débats qui vont, je pense, avoir lieu sur comment définit-on la déforestation, parce qu'on voit déjà que les réactions sont assez diverses. Mais de manière un peu plus compliquée, la Commission, elle veut aussi adresser, enfin je dis la Commission parce que c'est elle qui met la proposition, la dégradation. Et alors définir la dégradation des forêts, que ce soit les forêts européennes, les forêts au Brésil, les forêts en Asie ou en Afrique, c'est compliqué. Et un des points pour nous, en tout cas propriétaires forestiers européens, ça va être cette définition. Parce qu'aujourd'hui, la définition que la Commission a mise sur la table, c'est la même que ce que la Commission a dit dans la directive énergie renouvelable numéro 3. Donc ce que j'ai mentionné, les coupes rases, le bois mort, éviter les pratiques qui impactent les sols. Et donc on voit cette définition déjà beaucoup trop large et assez vague. On voit un risque de la manière dont elle va être mise en œuvre et surtout on ne voit pas une possibilité de définir au niveau européen une définition de qu'est-ce qu'on considère qu'une forêt est dégradée qui pourrait s'appliquer à toutes les forêts du monde. Donc
voilà, ça c'est vraiment un gros enjeu de la discussion aujourd'hui qui a commencé au Conseil, qui va commencer au Parlement. Cette définition de la dégradation va être extrêmement un vrai challenge. Ok, merci beaucoup pour ces premières questions. Peut-être éventuellement un dernier message que vous souhaiteriez donner avant de laisser la parole éventuellement au public ici. On est quand même tous dans une perspective de décarbonation de l'économie. Heureusement, ça qui est intéressant, du bilan carbone un peu de toutes nos activités. Et dans la matière forestière, ça ne s'arrête pas à la coupe des arbres. Ça se transforme à la première transformation des sciages, à la deuxième transformation, fabrication d'objets, de meubles, de parquets, de lambris, etc. et de charpentes. En France, notamment, notre première, deuxième transformation, pour ce qui concerne les feuillus, a perdu beaucoup de capacité, beaucoup d'énergie, beaucoup de productivité et de compétitivité par rapport à l'extérieur. C'est un vrai sujet. Et ça veut dire quoi? Que progressivement, on exporte des arbres, on importe de la matière qui a été travaillée avec de la valeur ajoutée. C'est vraiment dommage, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour ça. Et la politique doit maintenant aider la France et ses industriels à retrouver un niveau de compétitivité vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis des autres partenaires européens et vis-à-vis du reste du monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si nous n'avons pas des industries de transformation dignes de ce nom et capables de le faire, à qui vendra-t-on dans l'avenir nos arbres? Donc ça, c'est une vraie préoccupation. Je pense que ça doit faire partie aussi des réflexions européennes. On a des travaux à faire là-dessus. Je pense que le gouvernement aussi, notamment dans le plan de relance, a mis des éléments importants là-dessus pour aider les entreprises à se moderniser, à augmenter leur compétitivité et leur productivité. C'est vraiment quelque chose qu'on attend dans les années à venir. Il n'y a pas uniquement la forêt et de savoir comment est-ce qu'on doit mieux travailler le sol ou mieux faire nos plantations ou mieux conduire nos peuplements. Je peux prendre la suite, moi je peux qu'abonder à ce que vous venez de dire aujourd'hui, parce qu'en fait on parle, ce qu'il faut comprendre, c'est que une organisation comme la mienne, le WWF, en fait, on a une vision de la biodiversité assez précise, naturaliste en fait, et on cherche à la protéger. Mais on n'est pas limité à ça. Enfin, on a une vision sur l'ensemble de la filière. Et effectivement, utiliser du bois local, le transformer, faire de la valeur ajoutée, comment dire, sur le territoire français, ça nous parle aussi en fait. Même si c'est pas notre métier. Moi, je suis ingénieur, enfin, je suis docteur en écologie. Je suis pas spécialiste de la filière. Mais par contre, j'ai quelqu'un dans l'équipe en fait qui travaille sur la filière bois, papier en l'occurrence. Et ce que vous disiez tout à l'heure. Alors d'ailleurs, à chaque fois, en fait, on revient sur deux sujets. En fait, en général, quand on parle de filière bois, on parle de construction. Donc ça c'est très bien, je pense qu'on s'y retrouve d'ailleurs parce que nous on fait aussi cette promotion de l'utilisation du bois construction. Et après on parle en fait de la biomasse uniquement. Là on a une vision un peu différente parce qu'effectivement le bilan carbone de la biomasse, quand on veut avoir une politique carbone de décarbonation en fait de l'Europe, il y a quand même un certain nombre de questions. Moi, ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'il y a quand même d'autres choses entre les deux. En fait, vous avez de l'industrie du papier, vous avez de l'industrie du panneau, et tout ça, ça vit aussi, y compris avec vos travaux d'éclaircie et vos petits bois, en fait, en l'occurrence. Donc, il faut pas passer uniquement aujourd'hui. Ce volet-là, en fait, est relativement peu aider à être maintenu sur place en fait sur le territoire français, alors qu'on subventionne de la biomasse qui d'un point de vue carbone à nouveau n'est pas forcément la meilleure solution. Moi, pour un mot une dernière idée ou de conclusion, je pense qu'il y a l'élément principal en fait qu'il faut que nous on retient en fait de l'époque dans laquelle on vit et des questions forestières dans lesquelles on vit, c'est que on a effectivement un poids extrêmement important du changement climatique qui était une crise, mais qui n'est pas une crise comme on a vécu les pluies acides ou comme on a vécu la tempête de 99. C'est une crise qui est là pour la durée et transformer dans la durée en fait. La durée et l'intensité dépendra un peu de ce qu'on fait aussi par ailleurs sur nos autres
politique, mais ça on ne le contrôle pas en tant que forestier en fait. Et donc le mot numéro 1 en fait, c'est de travailler la résilience de nos forêts, parce qu'effectivement, que ce soit une question d'économie, que ce soit une question de biodiversité ou de bilan carbone, à un moment donné, ces forêts elles vont être amenées à évoluer. Et pour ça, on a besoin de tous les outils possibles, réfléchir aux gestions durables, à des gestions plus proches de la nature, à remettre en question certaines de nos façons d'aborder les choses au regard de l'impact carbone et au regard de l'impact social ou biodiversité. Je pense que c'est important et c'est ce que doit faire le dialogue en l'occurrence. Mieux protéger, alors c'est certes un autre chapitre, c'est certes des zones qui ne vont pas produire en l'occurrence du bois pour la société, mais ça a sa place aussi parce que la biodiversité elle en a besoin et y compris d'un point de vue carbone c'est très positif, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure. En fait, laisser en libre évolution ça a un bilan carbone positif en l'occurrence. Et le dernier élément, c'est que pour faire ça et dans un contexte particulier, j'ai cité tout à l'heure les assises de la forêt et du bois en France en fait ont quand même, je pense, fait du bien, au moins dans un contexte qui n'était pas facile, parce que pour faire tout ça en ligne et en visioconférence, c'était pas le plus sympathique, mais en tout cas, on commençait à remettre du dialogue et de l'échange en fait entre les différents maillons de ceux qui s'intéressent à la forêt, y compris de la société. Et je pense que ça, il faut effectivement qu'on le garde parce que les enjeux sont suffisamment importants pour qu'effectivement on essaye d'enlever ou de travailler ensemble collectivement à clarifier un certain nombre de controverses qui vont polluer le débat clairement dans les années qui viennent si on ne le fait pas. Je voulais juste peut-être préciser une chose qu'on n'a pas parlé mais qui est importante dans le débat, en tout cas au niveau européen, c'est les mécanismes financiers, parce qu'on a beaucoup discuté du fait qu'aujourd'hui le propriétaire il gère sa forêt grâce à la vente de bois, et on entend de plus en plus, mais non, mais en fait on peut le rémunérer pour tous les autres services. Ça s'appelle le paiement des services écosystémiques. On a un grand débat au niveau européen sur oui, mais avec quel argent ? Donc voilà, c'est pas très très clair en fait. C'est comme le carbon farming. Moi, je suis très très impatiente de voir ce que la Commission va mettre sur comment va avancer, parce que voilà, avec quel argent on va rémunérer ces mécanismes. Et puis, il faut quand même se poser la question à un moment, si on va dans cette direction-là, de rémunérer les propriétaires pour d'autres services, c'est est-ce que la société va continuer de demander plus de bois ou pas ? Et si c'est le cas, d'où viendra ce bois ? Donc voilà, c'est des questions un peu plus générales, mais je pense qu'en mode conclusion, il y a beaucoup de grandes interrogations, et je pense que les prochains mois, en tout cas au niveau européen, vont être vraiment intéressants dans la codécision de toutes ces directives et règlements qui vont impacter les propriétaires. Merci beaucoup. Petite séquence de questions avec la salle, si vous le souhaitez, sinon je conclus ces deux tables rondes. Est-ce qu'il y a un volontaire désigné comme Alain Lesturger, ou il n'y a pas de... Non, comme vous voulez. Allez. Je peux dire un mot. Les moyens, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les politiques du monde, si on n'a pas les moyens pour les mettre en œuvre, on discute dans le vide. Et les moyens, c'est une décision politique. Quand il s'agit de prendre une décision politique sur un sujet, je ne vais pas faire de parallèle audacieux avec ce qui se passe en ce moment, mais il y a des États qui ont décidé d'augmenter fortement leur potentiel d'armement. Donc c'est une décision politique, on décide parce qu'on met ça en avant. Et la politique forestière, ça doit devenir dans les États, et on attend en France le résultat des assises qui devait arriver le 17 février, on attend encore un petit peu les résultats. Il y a un tas de gens qui ont travaillé depuis des années sur ces questions-là, la filière s'est mobilisée pour arriver à se mettre d'accord. On parle même avec les associations environnementales, vous voyez les progrès immense que nous avons fait, nous arrivons à dialoguer, mais maintenant les discours c'est bien, mais maintenant il faut les moyens. Il faut les moyens de mettre en œuvre ces politiques qui sont effectivement, comme tu le disais Daniel, absolument fondamentales pour l'avenir de l'humanité. Enfin, je veux dire, sans faire de grandes phrases et de grands mots, c'est vraiment l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, juste pour vous dire que l'UC2F est très heureuse d'avoir organisé un débat européen sur le salon de l'agriculture sur le thème de la forêt, donc merci. Merci pour l'accueil sur ce stand. Merci à la DGPE et au ministère de l'Agriculture de nous avoir permis de faire labelliser cet événement en présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et à très bientôt. Merci.